Émission 906. Cette semaine, Archie meets J.L. Silent Bob. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. L'ensemble. Benoît Mercier au micro et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres vous disent Snooty Boochies. Ben oui, on parle de Kevin Smith en quelque sorte en dernière partie de l'émission. Hey, je vous les présente à l'instant. Le premier, son chiffre chanceux, c'est le 37. 37. Ah, les initiés sauront à quoi je fais référence. Le cinéaste Johan Carl Wissel est avec nous. Salut, Johan. Oh! Ça va, mon cher? Je vais être franc. Je sais pas. Ça fait longtemps que tu as écouté Clerks, hein? Ouais. Non, Ah. Ça fait longtemps que j'ai écouté Clerks. Ça fait vraiment longtemps que Bon, ben, j'ai je écouté Clerks. t'enverrai un petit message privé durant l'émission. Tu vas catcher ça. Nooch to the nooch. Oh, on a un connaisseur avec nous autres aussi. Ah oui. Vous avez entendu sa voix. C'est une tradition à chaque fois que le Festival Fantasia pointe son bout du nez. On n'a pas le choix de le réinviter. C'est le directeur de la programmation de la section asiatique, notre ami Nicolas Archambault est avec nous. Salut, Nicolas. Bonjour. Oh, Nicolas, toi, t'es un... Ce que j'aime, t'es un... Comment je pourrais dire ça? T'es un Renaissance man. T'as autant de connaissances de culture, genre pop, vraiment nichée ou un peu conne comme Kevin Smith, mais en même temps, t'as une connaissance élargie du cinéma asiatique, puis c'est pour ça qu'on t'aime. Je suis content que tu recevoir encore une fois à l'émission. Ah ben moi, je suis content d'être là. Il y a à peu près... je fais des entrevues, puis je suis toujours gêné, puis intimidé. Puis avec toi, ben c'est toujours le fun. Excellent. Anytime, mon chum. Excellent. Hey, bon, pour les gens qui ne le savent pas, c'est une tradition. On rappelle Nicolas à chaque édition du Festival Fantasia. Ça fait combien de temps que tu es pour Fantasia, Nick? Ça fait plus de 12 ans? Ouais, tu fais partie des meubles. Combien t'as dit? 18. 18 non, ans. Ça fait... Ouais. Oh oui, Oh mon premier film que j'ai programmé, c'était Adrift in Tokyo en 2008. OK. Il avait gagné 2 prix. Il en est très fier. Un calice. Excusez-moi. C'est correct. On sac à l'émission. On n'est pas Radio-Canadien. Non. Mais justement, il ne nous rappelle pas. Non. Voilà, avec notre ami Éric Boisvert, Oui. on s'occupait du site web pendant 2 ans, fait que c'est à peu près 20 ans. 20 ans. Ouais, quand même. Ouais. Puis pour les gens à la maison, vous allez comprendre qu'on se connaît tous. Simon, pas Simon, voyons. Johan, pourquoi je t'ai appelé Simon? Johan est cinéaste, bien sûr. D'ailleurs, bravo, il y a eu un article sur toi aujourd'hui dans le Variety. Johan, t'as vu ça passer? Vous allez faire partie du... comment t'appelles ça? C'est le marché du film. C'est excellent. Oui. Super de belles nouvelles. Ouais, Frontière. Frontière, on va pitcher le nouveau projet. C'est un écrit et réalisé par Anouk. Yes. Je saute de l'autre côté de la clôture pour la première fois. Je serai producteur. Ah, tu vas devenir evil? Ah oui? Oui, c'est ça, je deviens evil. Fait que donc, c'est un... Moi, bienvenue, tout à moi le pouvoir. Donc, tu vas présenter le film dans le cadre de Frontières qui fait aussi partie du Festival Fantasia, qui, je vous le rappelle, si vous n'êtes pas au courant, ben, vous écoutez sûrement pas souvent Les Mystérieux Étonnants, mais ça a lieu du 16 juillet au 3 août prochain. Et là, on va parler de quelques films avec Nicolas. Ce que j'aime quand j'invite Nicolas, c'est que je sais que en entrevue, vous essayez des fois de plugger certains films, parler de certaines choses, puis c'est pas toujours facile de faire passer le message ou de mettre l'emphase sur certaines productions ou certains trucs qui ont été programmés. Puis avec Nick, on a toujours une entente, soyez pas surpris. Je lui demande une sélection, puis il nous en parle. C'est le moment où il peut vraiment se laisser aller. C'est pas nécessairement des préférences, c'est pas nécessairement les meilleurs films, c'est pas dans l'ordre non plus de préférence, mais c'est sa petite sélection, mais on vous invite à aller jeter un coup d'œil au festival. La programmation complète est sur fantasiafestival.com. Puis on commence avec le premier que tu m'as suggéré. Je suis allé voir la description tantôt, j'étais très intrigué. On parle de The Verdict qui va jouer le mercredi 16 juillet au Théâtral à l'Université Concordia, parce que ça se passe à l'Université Concordia Fantasia encore une fois. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? J'ai l'impression que tu as une affaire de guerre de classe cette année dans ta programmation, Nick. Oui, un petit peu. Oui. Parce que je pense que nous y sommes. On en est témoins là, puis ce serait le temps qu'on... En tout cas, je vais pas faire de politique. Non. Mais oui... Peuple aux barricades. Non, peuple, les milliardaires, ils veulent pas votre bien.
Mais anyway, Restons sur la programmation, s'il vous plaît, messieurs. ben, ils veulent votre prix, mais ils veulent. Anyway. Oui, ils veulent vos biens, mais au sens. Oui, c'est ça. The Verdict, c'est ça. C'est un film où, parce que, en tout cas, je sais pas si vous êtes aussi tanné que moi, que la justice a l'air de pas atteindre les gens riches, puissants. Puis ce film-là, c'est un gardien de la cour qui sa femme se fait assassiner par un jeune riche. Puis le procès, bien sûr, tourne en couille par. Excusez. Non, t'as le droit. On est T'as le droit. Au vinaigre parce que tu sais, il y a les avocats les plus chers, les plus corrompus, puis tout ça. Fait que lui, il décide d'aller prendre contrôle de la cour et faire une prise d'otage, barrer les portes, mettre des bombes, puis on reprend le procès sur YouTube! Et j'aime tellement ce film-là. Là. Ah ouais? Il est tellement pertinent en ce moment. Puis en plus, c'est super divertissant. T'as quasiment un bout Arnold Schwarzenegger dans Commando où il va s'équiper. Puis... Une scène de montage. Oh oui! Mais en plus, mais je dirais pas comment ça finit parce que ça peut finir mal comme bien dans tous les films parce que c'est une coproduction Corée-Indonésie. Puis un réalisateur coréen puis un réalisateur indonésien. Fait que, ben oui. Ça, pour moi, c'est un gros fait d'armes. Je suis vraiment content d'avoir eu la première mondiale de ce film-là, puis ça va faire jaser. Première mondiale de Première Verdict. mondiale! Bravo, Nick. Donc ça, c'est le mercredi 16 juillet. Donc c'est dans pas long, parce que le festival commence justement le 16, c'est cette semaine, au Théâtral. On va passer au prochain. Je sais que tu nous as fait aussi une petite sélection pour les auditeurs, auditrices des Mystérieux Étonnants. On a beaucoup d'auditeurs qui tripent sur la bande dessinée, le manga, entre autres choses. Et le prochain, c'est Black Canvas, My So-Called Artist Journey, lundi 28 juillet cette fois-ci, au Cinéma du Musée, qui est à côté du théâtre de l'Université Concordia. C'est tout à côté, donc c'est dans le même quadrilatère. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? C'est lié au passage, c'est comme une femme qui veut devenir une artiste, mais elle a une relation, disons, ambiguë avec son mentor. Ça va pas très bien, mais il y a une amitié qui se forme pareil. Là. Oui, tu l'as. Yes. Mais c'est fait, tu sais, ce que les gens des compagnies me disaient, c'est un peu comme Whiplash, mais je rajouterais dans un contexte très manga. OK. Fait que, quand il réprimande quelqu'un, quand le prof réprimande quelqu'un, c'est fait comme un peu en joke, genre il prend quelqu'un par le collet puis il l'amène, mais tu vois qu'il y a de l'abus. OK. Comme dans Whiplash. C'est ça. Mais personne n'y pitch des cymbales. Fait que, puis, c'est vraiment un superbe film sur, en même temps, ça c'est un autre thème que je voulais avoir cette année, c'est des gens qui s'aiment pas puis qui sont en conflit puis qui finissent par se respecter. C'est important. Fait que, c'est ça. C'est un film magnifique. Puis la mangaka qui a créé le manga duquel le film s'inspire, c'est méta. Là. C'est très méta. C'est très Kevin Smith-esque. Oui, ben, la mangaka a produit et coécrit le film et elle sera là avec... elle va exposer des pages originales de ses mangas. Ah, cool. Excellent. Faites à la main, puis elle va signer. Si vous amenez vos mangas de Kakuhaku, Chika, elle va les signer. Ah bon, ben. Et c'est vraiment un gros coup d'avoir cette personne-là parce que c'est une femme qui a vraiment marqué l'industrie du manga. Si vous avez l'opportunité de commander votre copie tout de suite, faites-le parce que j'ai l'impression que c'est pas nécessairement un fait établi. Donc, achetez votre copie pendant qu'il y en a encore à Montréal. C'est pas toujours évident. Il peut y avoir une rupture de stock assez rapide. Donc, je rappelle le titre, ça s'appelle Black Canvas, My So-Called Artist Journey, le lundi 28 juillet. Cinéma du Musée. C'est encore une fois une sélection de Nicolas Archambault qui a programmé d'ailleurs cette section asiatique, encore une fois. L'autre, avec l'équipe.
avec une équipe, avec Kin Wee-Choo, entre autres choses, qui est aussi un des organisateurs du Festival Fantasia. Le prochain qui est basé aussi sur... c'est pas basé. C'est basé sur un livre qui a été adapté en manga et aussi en version de film américain. Edge of Tomorrow, avec Tom Cruise. On parle de All You Need is Skill. Très japonais comme titre. C'est le vendredi 1er août au Théâtral. Donc, on reprend un peu les canons, je te dirais, du film américain. Donc, c'est un homme qui est pris dans une loupe temporelle infini, là, un peu à la jour de la marmotte, mais d'un contexte de science-fiction et d'invasion extraterrestre. Oui, exactement. Puis visuellement, c'est les studios 4C qui ont fait ça. Puis ils font des films assez rarement, mais on a la chance d'avoir des super bonnes relations avec eux. Des années de travail. Puis c'est ça. On a réussi à avoir ce film-là qui est magnifique visuellement, qui est de l'action. C'est vraiment l'animé parfait. Là. Excellent. Visuellement, ça ressemble à quoi? Le Studio 4C, ils sont pas dans le Ghibli ou dans les... C'est vraiment un style d'animation... Là, j'ai un blanc comme un... Comme éclaté, tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, c'est plus éclaté. C'est pas... c'est comme un mélange entre le comic book puis le manga. OK. Tu vois, il y a une carrure qui est très comic book des fois. Puis... Mais en tout cas, c'est superbe. Moi, j'ai adoré ce film-là, puis je le recommande à tout le monde, même ceux qui n'aiment pas l'animation. Est-ce que tu te souviens de la différence entre le film américain et cette adaptation-là? Est-ce qu'on est proche quand même du dénouement ou on est ailleurs? On est ailleurs, mais c'est pas pantoute la même histoire. Mais cette version-là est plus inspirée du roman original que la version hollywoodienne, que c'est ça. Parfait. Qui est plus romancé parce que Tom Cruise, donc All You Need is Skill. Un bon film, par exemple. Oui, moi j'ai bien aimé. Donc le vendredi 1er août au Théâtral. Il en reste 2. Le 16 juillet... pas 16 juillet, je notais autre chose, je suis désolé. Ça, c'est très... encore un lien avec Kevin Smith, il y a un Poop Monster. Stinker, il est diffusé 2 fois le dimanche 20 juillet et le mardi 22 au JA de Sèvres cette fois-ci. Tu m'as dit, écoute Ben, pense à un extraterrestre qui aurait peut-être rencontré Elliot, mais c'est un monstre de caca. Non, pas exactement. Okay. C'est un extraterrestre qui arrive, puis le seul témoin de son atterrissage... Ouais. C'est une personne en situation d'itinérance qui est hautement alcoolique, suicidaire. Puis c'est ce monsieur-là qui voit ça, puis il prend l'extraterrestre sous son aile, mais l'extraterrestre est sensible aux lumières du soleil, fait que quand c'est le jour, il se tient dans un goguenot, chose qu'on appelle aussi une toilette chimique. C'est là. Une toilette chimique, une toilette sèche. OK. Un cabanon dans la cour d'une station-service. Ouais. Fait que lui, il se cache là-dedans, puis il se fait des amis, puis le gouvernement arrive. Puis... en tout cas, non, mais c'est tellement cute. Ah oui? C'est ça, c'est un film qui est le fun, tu sors de là avec la banane d'en face, puis t'as vu quoi qui est totalement différent de tout ce qu'on peut voir à Hollywood. C'est ça, le plus grand. C'est le Kazakhstan en même temps, c'est un choc culturel, là, voir un film du Kazakhstan ou du Kyrgyzstan comme on a Burning cette année. Il faut que tu t'adaptes, mais c'est fascinant parce que c'est des pays qu'on connaît pas, donc nos références, on n'en a pas. Fait que c'est comme plonger dans un univers nouveau avec des gens qui sont comme nous. Exact. Qu'est-ce que tu allais dire, Johan? Mais je pense que c'est une des très grandes beautés de Fantasia, c'est justement de voir des histoires différentes, racontées différemment, de sortir de sa zone de confort. Du monde qui n'ont pas été à Fantasia, t'entends ce synopsis-là, puis pour des gens qui ne sont pas habitués à Fantasia, ils se disent peut-être pas, mais moi je conseille d'y aller parce que vous pensez que ça va être un film de caca, mais non, c'est pas ça. Ça va être
Tu vas te retrouver dans un film touchant, adorable, où c'est que tu vas même pleurer à la fin, puis c'est comme... ça te sort de ton quotidien normal, ça te sort du cinéma que tu vois habituellement, puis c'est bon, je trouve, de se challenger en regardant des films qui sont différents. C'est que c'est la beauté de Fantasia, vraiment. Oui, prenez le temps, là, ça arrive une fois par année là, de vous dépayser de façon, dans vos codes, vos mœurs cinématographiques. Fantasia, c'est là pour ça. Puis juste cela me parle beaucoup. Je sais pas si c'est la thématique monstre de caca, moi, qui m'intéresse, mais... Non, il est pas en caca, je sais, je niaise. Excuse-moi, je suis désolé, il faut que je fasse la distinction. donc, je rappelle... Non, il est fin, il parle pas, mais c'est ça, c'est un être sensible. Parce que c'est une shed, fait que les rayons du soleil passent, fait qu'il se met dans le caca. OK, donc ça s'appelle Stinker le dimanche 20 juillet et le mardi 22 juillet à la salle J.A. de Sèvres, encore une fois, à l'Université Concordia. Et le dernier de la sélection que tu as faite pour nous, Nick, ça s'appelle New Group, vendredi 25 juillet au Théâtral. Donne-nous un petit avant-goût de ce que c'est, là. C'est mon préféré. C'est ton préf. T'as le droit d'avoir des préférés. C'est comme les enfants, il me semble. T'es pas supposé en avoir un. N'importe quel parent un enfant préféré, oui. Yoann, c'est quel le tien? Non, c'est pas Moi, c'est ça. Moi, c'est des jumeaux, j'ai vraiment pas le droit. Une journée, ça va être un, puis l'autre journée, ça va être l'autre. Ouais, c'est normal. Ça dépend des jours. Mais qu'est-ce qui fait que c'est ton préféré? New Group, c'est un film d'horreur vraiment... Moi, qui m'a déstabilisé, comme j'étais au Japon quand j'ai vu ça, puis il m'avait envoyé le screener, je pense que j'étais le premier à le voir. Au niveau des programmateurs, puis j'ai vu ça, puis j'étais wow! C'est un film, c'est un genre de coming of age. En même temps, c'est un film qui dénonce l'endoctrination, puis c'est dans une école. Des étudiants se mettent à faire des affaires bizarres, puis là, ils décident de faire une pyramide sur le terrain de soccer. Il y en a un qui va là, puis il se met à quatre pattes, puis il parle pas, puis il bouge pas, puis à un moment donné, il y en a deux autres qui joignent à lui. Puis là, l'école arrive, puis il dit, ben, joignez-vous à la pyramide, puis nos personnages principaux font comme, pas certain. Ils vont se cacher, puis après ça, ben là, c'est une lutte de survie contre... comme des ce groupe qui est rendu complètement brainwashé. Puis, je sais pas si vous avez vu ou vous avez entendu parler du film puis de la BD Uzumaki de Junji Ito. Oui, souvent, oui. Jake en a souvent parlé. Il y a des images du visuel dans le film un peu creepy, mais en même temps super créatif, mais c'est pas fait par ordinateur, c'est fait pour vrai par des gymnastes. Oh, OK. C'est comme si ça avance vraiment bizarre en groupe. C'est comme des figures de gymnastique qui deviennent super épeurantes. Et là, tu viens de me le vendre. C'est ça. Non, mais c'est écœurant, ce film-là. OK. Puis, son premier film avait été... il avait gagné un concours, puis il avait été produit par Takashi Shimizu, le réalisateur de Ju-On et de tant d'autres. Wow. Okay. C'est quand même un thème récurrent dans l'horreur japonais, un genre de forme d'hypnotisme où que tu perds le contrôle de toi, où tu deviens obsédé par quelque chose. C'est quelque chose de malaisant, c'est quelque chose d'épeurant, d'angoissant, de ressentir, de perdre son contrôle, c'est terrifiant. Puis je pense pour ça que l'horreur fonctionne si bien. Bien dit, c'est vrai. Mais il y a une capacité d'ancrer ça dans le quotidien, c'est comme Noise qui va jouer vendredi. Tu sais, c'est une personne qui est prise avec de la surdité puis qui a des appareils. Puis elle retourne puis dans un environnement où sa sœur a disparu puis c'est hanté puis le monde agisse de façon bizarre. Mais tu sais, c'est un film sur le voisinage. C'est comme là, il y en a un qui arrive puis il est vraiment craqué avec un couteau puis il est comme arrête de faire du bruit. Mais c'est parce qu'il y a un esprit qui possède en tout cas, il y a de quoi de maléfique. C'est peut-être ça qui est dans mon bloc. Le court-métrage avant Floor, c'est le même thème de la cohabitation en appartement. Mais là, c'est de l'action, puis de la comédie, puis il y a du monde qui se font ça a gagné le prix.
Ça a gagné un prix du public au festival de Bifan en Corée du Sud. Ah ouais. Excellent. Ouais. Je rappelle les titres pour de la section de Nick. Ça s'appelle The Verdict, The Black Canvas, My So-Called Artist's Journey, All You Need Is Kill, Stinker. Le dernier, c'était New Group. Je vous rappelle, le Festival Fantasia a lieu du 16 juillet au 3 août. Allez sur fantasiafestival.com pour l'ensemble de la programmation et des activités. Puis, achetez des billets en masse. Hein. C'est vraiment un super d'événement qui est reconnu à l'international. Nick est une des nombreuses personnes qui travaillent derrière l'organisation. Il est directeur de la programmation section asiatique. Il travaille avec notre ami aussi King Wichu. Il y a plein de gens chez Fantasia qu'on connaît. Steven, Lee, puis Giga Yi, puis ouais. Plein de monde. Et Johan sera présent pour présenter les Whistles Films, donc un projet que ta sœur Anouk va réaliser. Oui, mais c'est ça. Pour mettre en contexte, le marché du film, on ne présente pas de film. Là. Non, on présente le projet. Ouais. On présente le projet pour trouver des investisseurs, du monde qui veulent participer au projet, tout ça. Donc, c'est très embryonnaire. Oui. Mais Turbo Kid a été le premier film fait à Frontières. C'est vrai. Donc, on a une belle histoire avec Frontières. Donc, c'est très excitant. C'est quelque chose de vraiment génial aussi d'avoir un marché du film de cette importance-là à Montréal pour le film de genre. C'est quelque chose d'ultra important pour les créateurs d'ici et d'ailleurs, et pour faire vivre le cinéma de genre, le cinéma différent qui essaie de raconter des histoires différemment. Excellent. Ah oui. Ouais. Il y a aussi énormément, tu sais, toute l'équipe de Roadkill Superstar ont vraiment contribué aussi à Frontières en soumettant, puis que nous autres, on a été impliqués là-dedans, puis c'est du win-win. Exact. Oh, oui. Puis, tu sais, Fantasia nous a toujours supportés. Ils ont présenté tous nos films. Puis, les meilleures représentations, c'est à Fantasia. Là. C'est comme un concert rock. Là. C'est incroyable. Là. Si vous voulez voir Johan pleurer, il faut aller à une première de Fantasia. Oui, si vous voulez voir pleurer, venez à une de nos premières. Je me souviens encore de la première de Turbo Kid à Fantasia, qui était la première nord-américaine, ça se peut-tu? Non, la nord-américaine avait été faite ailleurs. Oui, c'était canadienne. Puis... la vague d'amour que vous aviez eue du public qui vous suivait depuis longtemps était absolument incroyable. C'est un moment qui est marqué dans ma mémoire à ce jour. C'est le meilleur public sur la planète, puis je peux vous dire, tu sais, je dis tout le temps ça au début du festival, puis quand je parle devant le monde, là, puis il y a du monde qui doivent se dire, oui. Non, mais c'est vrai, ils ont une influence sur les distributeurs japonais, sur les cinéastes. Ils veulent venir en Fantasia pour vivre cette expérience-là. Oui. Les réalisateurs que j'ai cette année, ils veulent voir le film avec la crowd de Fantasia. J'ai ça dans mes emails. Si c'était pas des emails qui vont pas public, je vous en montrerai, là, mais c'est vraiment le public a vraiment... On a le meilleur public sur la planète. Yeah, c'est une expérience. C'est un public généreux, puis qui aime le cinéma, puis qui connaît son cinéma, puis qui aime les films, qui aime intensément les films. Yep. Puis c'est génial. À chaque année, c'est incroyable. Puis il y a l'effet Fantasia aussi. Il y a des films que j'ai vus à Fantasia, que je suis sorti de la salle, puis je sais pas si le film était si bon que ça. Mais en sortant de la salle, c'était le meilleur film que j'avais vu de ma vie parce que la foule aussi a transporté le film. Ouais. Ça l'a rendu encore plus spécial. J'en parle à chaque année que Nick vient, mais il y a une année, tu as programmé, puis ça fait très longtemps, là, ça fait plus de 10 ans, tu avais programmé Castaway on the Moon, puis tu avais dit, vous allez voir à la fin, vous allez tous vouloir manger des nouilles au bœuf. Et au fait voir. Des jajangmyeon. Ouais, parce que c'est... au bin noir. Exactement, au bin noir, voilà. Puis, j'étais, ok, c'est cute. Non, à la fin, il m'en fallait. Oh, Mike. Ça m'a touché, ce film-là. C'est un très bon film, je pense. The Chaser, c'était super bon. Nick, t'avais programmé aussi un film coréen. The Thirst était malade. Beaucoup de films. The Wailing, c'est... Même si on a une première québécoise, puis c'est les premières, là... Je vais jamais oublier l'expérience. C'est que j'ai jamais été voir un film. Il y a ce film-là qui a l'air vraiment cool, puis il y a ce film-là qui a l'air. Mais lui, c'est une première mondiale, mais aller voir ça, ça m'est jamais arrivé. Non, moi non plus. Dans l'industrie, c'est important. Je vais jamais oublier l'expérience de voir Breathless avec un public. Probablement, le film était sold out. C'était plein. Et c'est un film superbe, dur, triste.
Et à la fin du film, c'est très émouvant à la fin du film. Puis là, toute la foule au complet, tu sais, t'es 600, 700 personnes. Ah, ça braillait. Qui reniflaient puis qui pleuraient, qui avaient la larme à l'œil, sauf un qui ugliait, comme qui pleurait vraiment fort, c'est-à-dire moi. Puis je pleurais. Oui, je pleurais toutes mes émotions. Et je pleurais tellement. J'ai braillé à chaque fois que je les ai vus. Et je pleurais tellement que le monde autour s'est mis à pleurer avec moi. Je n'étais pas capable de me lever. J'étais paralysé sur ma chaise. Je pleurais tellement fort. Là. Oh, c'était hautement conseillé, Breathless. Moi, c'était Crying Fist. Dans le temps, je travaillais pas encore à Fantasia. Crying Fist. J'avais 3 Crying Fist, puis j'étais allé me réfugier après le screening. J'avais réussi à me retenir. J'ai braillé en sanglots comme un enfant. Dans la cruelle en arrière. Ça fait du bien ou ça aussi. Des films qui viennent chercher comme ça émotionnellement, qui te permet de tout sortir. On dirait qu'après, t'es plus léger, t'es bien. On dirait que il y a de l'anxiété qui a disparu. Ce genre de film-là qui vient te chercher à l'âme, qui te rend ultra triste. On dirait, je sais pas, ça fait du bien. Ça fait énormément de bien. Yes. Puis, la culture populaire, c'est ça. Ça trouve des le émotions. moyen d'aller chercher le monde à travers le monde. Le monde à travers le monde, super langage. Les gens à travers le monde pour... c'est ça, tu sais, on va regarder tu sais, comme j'ai un film, Yaboy Kong Min, c'est un film de compétition de musique de J-pop. Mais c'est tellement le fun! Puis c'est super touchant, puis tu sais, il y a un message dans le film positif. Ça aussi, c'était un de mes objectifs de programmation, avoir des films positifs. Parce que Callis. Parce qu'il en faut, surtout en ce moment. Oui. Bon. On est en pré-apocalypse. Oui, on est en pseudo-apocalypse. Hey, merci Nick d'être passé à l'émission. On va se voir durant le cadre du festival, j'espère. Oui, écoute, moi, si on se voit pas pour un jus, une bière, une soupe, un Jalo, je vais vous... J'ai une poupée vaudou, je peux aller la chercher. Non, mais écoute, j'ai une poupée vaudou avec un gros nez. Non, je veux dire... Moi, c'est le dieu de l'amour, fait que vous allez tomber en amour avec moi, puis je vais vous refuser. Bon, écoute, ça sera pas la... Terrible! Terrible, Nick. Quelle vengeance! Il n'y a rien de plus cruel que ça. J'ai pris mes vacances cette année en fonction de Fantasia, donc je devrais être en mesure de me présenter, puis Yoann risque d'être là aussi. Fait qu'on essaiera de s'arranger là, pour qu'on soit les trois en même temps. Et Louis, toi, tu passes tes 3 prochaines semaines là-bas. Fait qu'on va se croiser là-bas. Merci, Nick, d'être passé. Et merci à vous autres, puis vous faites une Christie job de promotion, puis vous savez transmettre l'amour de la culture populaire, puis moi, c'est aussi ça mon mandat. Merci, Nick. J'apprécie beaucoup, c'est gentil. Merci. Ciao. Bye-bye. Bye. Donc, on va risque de recroiser Nick dans les prochaines semaines. C'était Nick Archambault, Nicolas Archambault, directeur de la programmation. La section asiatique, c'est cool, man. J'aime ça. Nicolas, je le croise pas souvent, moins qu'avant. J'ai travaillé à Fantasia jadis, mais à chaque fois, je le vois. À chaque fois qu'on a des conversations comme ça, c'est comme si on s'était jamais arrêté de jaser avec. Là, on reprend où est-ce qu'on a arrêté, finalement. C'est un bon... c'est cool, j'aime ça, le petit microcosme dans lequel on est puis on évolue. C'est Fantasia, c'est Space, c'est plein d'autres événements. J'adore ça. J'adore croiser des gens comme ça qui sont passionnés, comme Nicolas. J'aime le temps de Fantasia. Je vais dire une chose, Fantasia, tous les festivals du monde, là, c'est une semaine. Et quelques festivals vont être une semaine et demie. Ça, c'est 3 semaines. Font ça pendant 3 semaines. Ça n'a pas rapport. C'est énorme. Le défi qui se donne de faire ça pendant 3 semaines, c'est incroyable. Ouais. Je lève mon chapeau à ces gens-là parce que c'est pas un marathon, c'est un sprint qui dure 3 semaines. Le prix des billets, man, c'est très acceptable encore une fois, là. Regardez voir le prix des billets, là, c'est ridicule. Là, c'est très, très bon. C'est très, très bon. On va aller écouter surtout comparé à aller en salle directement. Ouais, là, c'est rendu très cher. C'est moins cher que ça fait que go. Yoann, on va écouter des messages vocaux d'auditeurs qui nous ont envoyé ça au cours de la semaine. On va commencer avec Martin. Il nous envoie des messages assez régulièrement. Fait que Martin qui est en mode vacances. Hey, salut les LME, c'est Martin. Cette semaine, je vous parle de ma lecture du week-end, TNMT, et je parle ici des Tortues Ninja. J'ai lu le premier trade du soft reboot écrit par Jason Aaron.
où les héros se sont dispersés aux quatre coins du monde, vivent chacun leurs aventures, mais bien sûr, un événement les regrouperont. Ça commence très cool avec Raphaël en prison, puis là, il arrive quelque chose, puis il faut qu'il s'évade, puis il rejoigne les autres, puis anyway. C'est très bien écrit. Je me suis vraiment amusé. Seul petit bémol, ça change à chaque numéro d'artiste, puis ça donne un ton peut-être un petit peu inégal, mais en gros, c'est très bon. Je me demandais, j'en ferai ma lecture d'été. Je parle ici des tortues. Est-ce que vous avez quelque chose à me suggérer? Je sais que l'univers est très grand et s'il y a quelqu'un sur le Discord aussi qui peut m'en parler, j'attends de vos nouvelles. OK, salut la gang! Merci Martin. Martin qui est en vacances en ce moment. Là. Il nous a envoyé des photos sur le Discord. Ouais, il enjoy son été. Oui, il apprécie. Ouais. Fait que, je suis pas jaloux pantoute. J'ai pas de suggestion de lecture en ce moment comme tel, Martin. Il paraît que Ronin, c'est très bon, mais je l'ai jamais lu. Mais je l'ai entendu souvent. Oui. Mais je pense que Martin souvent des bonnes choses. Ouais. Okay. Mais autre que ça, je peux pas dire que j'ai lu du Ninja Turtle. Autre que la série originale, puis je pense j'ai même pas lu Ronin. Écoute, Martin, je sais que tu es sur un des membres actifs du Discord des Mystérieux Étonnants, puis je t'ai pas encore entendu parler, me semble, du Energon Universe. Moi, je te dis, pitch-toi dedans. Ouh. Il y a le numéro, le trade de G.I. Joe qui vient de sortir, qui est très bien, comme le reste de tout cet univers-là en BD. Fait que je te dirais, va là-dedans. Sinon, écoute, j'ai pas tant de suggestions de lecture. Là, je suis pas là, moi non plus. D'ailleurs, je tombe en vacances la semaine prochaine. J'ai aucune idée de ce que je vais faire. C'est une des choses que je vais faire, c'est passer à travers ma pile. Je pourrais peut-être plus te répondre dans 2 semaines, mais là, j'ai rien qui me vient à l'esprit. Toi, Johan? Sais-tu qu'est-ce que je suis en train de faire, moi? C'est pas nécessairement une suggestion pour Martin, c'est je parle de moi-même parce que c'est tout à propos de moi. J'ai recommencé Daredevil à partir de 2010. Tu parles des BD ou tu parles de la série? Les BD. Ah oui, OK. La run donc de Ed Brubaker, Brian Michael Bendis peut-être? Puis Mark Waid. Mark Waid, ouais. Oui, c'est du vrai bonbon. Je suis en train de le relire. J'en avais déjà lu. J'avais quelques-uns des trades, mais j'ai décidé de recommencer d'un peu avant puis de remonter jusqu'à maintenant. Là. Tu lis sur l'application Marvel Unlimited? Oui, Marvel Unlimited. Pour essayer de rattraper jusqu'à maintenant. Puis c'est excellent. C'est excellent. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Good. Bon, ben garde, t'en as une suggestion. On a un autre message vocal de Jean-Sébastien Tifo cette fois-ci. Salut les mystérieux, c'est Jean-Sébastien de Sept-Îles. Du coup, je voudrais savoir si ce serait possible d'écouter les premiers épisodes des Mystérieux, même si je sais que Benoît dit souvent que c'était pas très bon. Non, c'est pas très bon. Mais je serais vraiment curieux d'entendre ça. En tout cas, si c'est possible, faites-moi le savoir. Merci. Ben, la réalité, c'est que c'est pas possible. L'ensemble des épisodes des Mystérieux Étonnants, plus des 300 dernières archives sont sur notre site internet, mais je pense que le premier épisode qui est disponible sur notre site commence à 101. Puis pour vrai, je comprends là, que c'est intriguant parce que t'es pas capable de mettre la main là-dessus, mais c'est vraiment pas intéressant. Je dis pas qu'à partir de 101, c'est parfait, puis qu'on est tous professionnels, puis que notre débit est bon, puis on fait pas d'erreur. C'est pas ça, c'est pas à propos de ça. Les 100 premières émissions... C'est pas comme ça maintenant. C'est pas, ça sera pas comme ça dans le passé. Non. Mais les 100 premières émissions, c'est... Je veux pas étaler ça sur la place publique parce que ça n'a pas rapport, puis c'est pas constructif, puis ça fait 20 ans de ça. Mais il y a beaucoup de séances de bullying dans ces shows-là. Jadis, j'avais fait une clé USB pour l'Indiegogo des Mystérieux Étonnants, qu'on a amassé des fonds pour créer notre studio, jadis. Puis j'avais tout mis. Puis pour ces shows-là, j'avais enlevé la musique pour garder les droits d'auteur. Puis j'étais depressed à la fin. J'étais rendu depressed. Il y a beaucoup du bullying qui était dirigé à mon égard. Puis c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de difficulté, l'humiliation. C'est pas des bons shows, c'est pas une bonne période pour moi, c'est pas une bonne dynamique. En fait, je l'ai déjà dit là, souvent, le show est devenu l'antithèse de cette période-là. Le gatekeeping, tu connais pas ça, puis voici, tu sais, comme, mais ça, c'est pas bon parce que tu connais pas ça, tu peux pas apprécier ça parce que tu sais pas vraiment l'ensemble de... Ça me fait chier, genre. Fait que s'il y a une bonne chose qui est sortie de cette période-là, c'est bien cette
je pense, cette approche qui est plus humaine, plus fun, plus inclusive. Mais c'est pas une bonne période. Si tu mets la main sur une des clés qui était distribuée lors de l'Indiegogo, tu vas avoir l'ensemble des shows, mais je les remettrai pas disponibles. Ça m'intéresse pas. Pour moi, ça peut rester mort, puis ça va être bien correct. Puis, moi, je vais juste dire une chose. J'étais pas là. J'étais pas là. C'est pour ça que ça vaut pas la peine. Non. C'est pour ça. Ouais. Non, mais c'est pas pour ça. C'est pas tant la. Bon, c'était une autre dynamique. C'était pas bien le fun. Moi, je n'ai que des mauvais souvenirs de cette période-là. Ça me tente pas de l'étaler pour que tout le monde l'écoute. C'est pas intéressant. Donc, je suis désolé, Jean-Sébastien. Si quelqu'un qui a acheté la clé jadis pour l'Indiegogo veut te revendre sa clé USB, ta clé USB ou sa clé USB ou te donner une copie, rien t'en empêche, mais non, ces shows-là vont rester morts et enterrés jusqu'à temps que moi je le suis. Voilà, c'est ma réponse. Puis, pas pour me répéter, mais je suis pas là. T'es pas là non plus. Quoi qu'on a sûrement... C'est quoi l'intérêt? On t'a sûrement C'est interviewé. quoi l'intérêt? On t'a sûrement interviewé durant cette période-là, à un moment donné, par contre. Peut-être, ouais, peut-être. Je suis pas mal certain qu'on t'a interviewé. Je sais pas c'est quand ma première épisode. Je sais que j'étais bien nerveux. Je me souviens pas du premier épisode comme tel, mais je sais qu'on t'a interviewé au moins 2 fois avant que tu participes, dont une fois dans les anciens studios de Choc qui étaient directement sur Pignon-sur-Rue. C'était une belle période, ça d'ailleurs, de la station, là, à laquelle j'ai contribué très, très, très longtemps. Mais quand tu as commencé à collaborer, je pense que je t'avais interviewé justement à Fantasia. On a déjà parlé de ça. Ben ça, je me souviens. Oui. Je me souviens comment la jeunesse, je sais juste pas c'est quoi le numéro, non plus. ou même l'épisode elle-même, ou qu'est-ce qu'on avait lu. Mais c'est au-delà de cette période-là. Je pense que cette période-là, les 100 premiers épisodes étaient déjà passés. Je pense que ça doit être disponible quelque part, mais je t'avouerai que j'ai pas pris de note là-dessus. Ça fait tellement longtemps, ça fait minimum 18 ans de ça. Là. Fait que, oh my God. Ouais, et puis pas besoin de retrouver ça, je dois être pas bon. C'est correct. Alors, on va continuer avec toi les nouvelles, Yoann, si tu le permets. Qu'est-ce que tu as dans tes cartons? Je m'ennuie de jouer à Seas of Thieves. Oui, on jouait en gang, gros. toi puis Anouk puis notre ami Thierry. On devrait jouer. Oui. Après puis, l'été. des fois avec Eric, des fois avec Jules, plein de monde du Discord. dans le... Mais un des problèmes de Seas of Thieves, c'est que par instance, on pouvait juste être 4. Oui. Puis s'organiser avec le Discord, vu qu'on était beaucoup à vouloir jouer, des fois, on était 8 joueurs, mais les bateaux n'étaient pas sur les mêmes serveurs et on n'était pas sur la même instance. Ouais. Et voilà pourquoi que je parle des mises à jour. Seas of Thieves. Il va y avoir une mise à jour d'ici l'année prochaine où c'est qu'on va pouvoir faire des serveurs privés de multiples bateaux. Donc, on pourrait être sur le Discord, on s'organise 8, 9, 10, on se branche et tout le monde a son bateau. On va être les 8, 9, 10 sur le même serveur pour pouvoir aller faire les mêmes missions, aller chasser le Kraken, aller faire tout ça. J'ai juste vraiment hâte. Ça devrait arriver au début de l'année prochaine. 2026. C'est ça qu'ils semblent dire. Moi, j'ai excessivement hâte à ça parce qu'on avait tellement de fun à jouer en gang. Oui. À Seas of Thieves. Si on peut jouer en plus, c'est qu'on est comme une 10, ça serait incroyable. Juste pour être sûr, on va pouvoir Yoann, même se pratiquer à les combats navals, on a toujours un peu de misère. Ouais. On va pouvoir se pratiquer en se battant entre nous autres. Tu sais. Mais là, juste pour bien comprendre, c'est que donc le maximum de personnes sur un bateau, c'est 4 individus. Ouais. Fait qu'on aurait comme possiblement, là, théoriquement, 2 bateaux de 4 ou un bateau de 4. On pourrait tout embarquer sur le même bateau puis être 10 sur le même bateau. Ah oui, on peut faire ça. OK, il n'y aura pas de limitation. On peut être dans la même équipe, dans la même guilde. C'est ça. OK. Oui, mais c'est ça. Tous les joueurs sont sur le serveur ensemble, notre propre instance, pour jouer en privé. Puis ça, tu sais, puis même pour faire les missions, tout ça, il y a toutes sortes de missions vraiment intéressantes, là, comme des forts fantômes dans le milieu de l'océan. Et tu te retrouves à le faire à 10, c'est le fun. Là. Oui. Ou les méga batailles avec les bateaux sur la mer, avec les bateaux squelettes là, qui nous bottaient le cul. Oui. Ben, peut-être qu'à 10, on serait capable de s'en sortir. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que tu es en train de me dire, c'est comme si c'est des serveurs privés, il n'y aura théoriquement pas d'autres joueurs sur le serveur. Non, on va jouer entre nous. Parce que ça peut être cool comme ça peut être vraiment fatigant à Sea of Thieves. Si tu as des joueurs de mauvaise foi, là. Oui, puis tu sais, il y en a que ça fait partie du jeu. Oui. Leur but, c'est de te chasser. Ils sont pas nécessairement méchants. Non. Ils jouent le jeu de la bonne façon. Puis c'est ça. Puis si vous n'avez jamais joué à Seas of Thieves, ces gens-là apparaissent sur la map. Oui. Donc, vous pouvez planifier vos voyages en connaissance de cause parce que eux, leur but, c'est de couler d'autres bateaux pour
obtenir les augmenter butins. dans une des guildes. C'est une guilde spéciale de couler d'autres bateaux. Mais tu le vois sur la map, plus il tue, plus tu le vois bien sur la map, puis comme ça, tu peux commencer à essayer de l'éviter. Puis ça fait partie de la stratégie Ouais, du si jeu. le bateau en question a un long drapeau au-dessus de son mât, ça veut dire qu'il a tué énormément de personnes avant C'est d'arriver ça. à toi. Plus le drapeau est long, plus il y a des petites lignes rouges sur son drapeau, Oui. plus il y en a coulé. Oui. Plus tu essaies de négocier. Puis Des fois, ça marche. Tu as réussi une couple de fois à oui. négocier. oui, c'est que Sea of Thieves a quand même une très belle communauté, je trouve, en ligne. Une très belle communauté, puis on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de salauds. Puis plusieurs fois, on a réussi à négocier comme, s'il vous plaît, on est juste en train d'essayer de faire telle affaire, puis tel type de mission, puis clairement, on n'est pas aussi bon que vous autres, tu sais. S'il vous plaît, pas nous. Ouais. Juste finir qu'est-ce qu'on fait. Puis souvent, ils vont nous répondre dire, en anglais, mais ils vont Ouais. dire oui, pas de problème, bonne soirée, amusez-vous bien, on va aller se promener On a ailleurs sur pogné la à un map. moment donné des gens qui étaient. On s'est alliés, il fallait qu'on soit plusieurs pour jouer une chanson, une pièce musicale alors Ouais. que le soleil se levait. Puis c'était un hommage à un des développeurs du jeu. Puis ça développait. Qui est mort. Qui est décédé, exactement. Et ça débloquait une grotte secrète. Puis je me souviens que c'était un très beau moment parce que c'est pas facile Oui. de se retrouver plusieurs joueurs à aller faire la même chose dans le même sens. Puis t'es jamais sûr que ça va fonctionner dans Sea of Thieves. Ça faisait très légende urbaine. Puis quand Oui. ça s'est passé, quand ça s'est produit pour vrai, quand l'entrée de la grotte s'est dévoilée, je me souviens qu'on avait vécu un bon moment. Là. J'avais eu C'est petite larme, c'est le fun. Puis, tu sais, c'était nous quatre plus. Parce qu'il faut que tu sois 10. Exact. Donc, fallait regrouper des gens qu'on connaissait pas du tout. Mhm. Puis, c'est vraiment le fun. C'est comme un paquet d'étrangers qui ont Ouais. décidé de faire ça pour. Ouais, c'est vraiment le fun, Sea of Thieves. Puis là, je trouve, tu sais, de pouvoir se faire. Un serveur privé en gang. Là, je sais pas, il parle aussi qu'il va... Parce que ça va être gratuit, les serveurs privés, mais que tu peux avoir des serveurs custom, que tu payes quelque chose, puis ton serveur est custom, donc tu peux probablement régler le nombre de kraken ou whatever dans l'eau. Je sais Il y pas aurait des qu'est-ce que ça va paramètres faire. là, qui seraient associés. Ouais, qu'on pourrait peut-être un moment donné, un mois sur les mystérieux étonnants en gang, ça serait peut-être le fun à essayer. Mais juste les serveurs privés en gang, ça va être tellement le fun. Là. Excellent. Donc, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, Sea of Thieves, c'est un jeu de pirates. C'est un jeu, je ne pourrais pas dire de simulation. Là, c'est très cartoonesque. Là. C'est un carré de sable Mhm. de choses qui arrivent puis que tu en parles pendant des mois après parce que tu ris des conneries qui arrivent. Ou tu fais comme moi c'est puis drôle. Johan, être un peu sa sauce puis juste comme pêcher pendant 3 heures de temps. Puis parler dans le jeu. On l'a fait souvent. On l'a fait souvent. Ouais, Puis ouais. on jasait de la vie, puis on pêchait, puis Ouais. c'était bien, bien le C'est fun. une belle expérience de jeu qui est gratuit sur Game Pass pour les gens qui sont abonnés au Game Pass. PC et Xbox, si je me souviens bien. PC, Xbox et PlayStation. PlayStation maintenant. Microsoft l'a sorti sur PlayStation. Donc, c'est à la grandeur. Le jeu est pas très cher. Il est comme 20-30$ maintenant. Ouais. Parce que ça fait 7 ans Ça que le roule. jeu est Puis sorti. il rajoute du contenu constamment. Là. Ça fonctionne bien. Hey, d'ailleurs, Ah oui, comme t'as vraiment vu, t'étais pas là la semaine passée, mais j'en ai parlé pendant ton absence, la sortie de Helldivers 2 sur Xbox prochainement. Ben oui. C'est hot en Mais là, crise. est-ce que tu les entends, Benoît? Les murs qui s'effritent. Je savais que t'allais entre dire les ça. mondes. C'est exactement ce que j'ai dit la semaine passée. Je me suis dit, check bien ça, Johan, il va vraiment se réjouir du fait que ça commence à s'écrouler. Puis tant mieux, là, c'est le Oui. joueur, c'est le consommateur qui en sort gagnant. Qui gagne. On est en train de gagner tranquillement. Mhm. Ces murs qui s'effritent, c'est une bonne chose. Là, tu sais, il y avait eu le jeu de baseball LMB de show Mhm. que Sony avait sorti sur Xbox. C'est leur premier jeu. Mais beaucoup de monde disait, c'est la Ligue qui veut ça, la Ligue de baseball. Et puis qui voulait que ce soit sur Game Pass pour attirer le monde vers le baseball. Mhm. OK, c'était possible. C'est tout à fait possible. Mais là, c'est un jeu de Sony, fait par Sony, Mhm. qui va être lancé sur Xbox. Sony n'est pas encore rendu 100%. à mettre un jeu sur Game Pass. Mhm. Ils ne sont pas sur Game Ça, Pass. c'est autre chose. Ils sont pas rangés. Ça va prendre plus de temps. C'est une compagnie japonaise, c'est des petits pas qu'ils font. Mhm. Donc là, ils font leur premier petit pas. Ils lancent un de leurs jeux sur Xbox. Moi, je trouve ça très excitant parce que Microsoft lance plusieurs jeux en ce moment sur PlayStation. Donc, qui sait,
pas tout de suite, dans quelques années. C'est une compagnie japonaise, des petits pas. Mais Spider-Man 1, tu fais plus d'argent, tu le vends plus. Pourquoi pas l'ouvrir? Ouais. Ouvre-le au Xbox. Hey, puis même, non, mais... Tu le relances, tu recommences à vendre des copies. Spider-Man 2, man. Là, je suis tanné. Oui. Moi, j'achèterai pas de PlayStation. Je n'ai pas le cash pour ça. Là. Je voudrais jouer à Spider-Man 2. Je veux jouer sur Xbox. Je vais le payer quand il sort. Il n'y a même pas besoin d'être sur Game Pass. C'est ça. Quand est-ce que ça sort, cette affaire? Arrêtez de niaiser. Et nous, ils ont besoin de le rembourser. Le jeu a tellement coûté cher qu'il est super difficile à être profitable. Je veux jouer à Spider-Man 2 sur Xbox. Mettez-le disponible, maudit. Il n'y a plus de raison. Là. Il est sorti sur PC, les gens sur PC peuvent jouer. Ça fait que le but d'une compagnie, c'est de faire du profit, de revendre les mêmes choses. Ça s'appelle du profit. Ouais. C'est que les murs s'effritent, ça s'en vient, ça va prendre des années, ça bouge pas vite, mais c'est des énormes ouvertures, c'est que c'est très excitant pour... Puis moi, ce jeu-là, je l'ai sur Steam. Je l'ai acheté sur Steam. Le jeu étant lequel? Helldiver. Je l'ai sur Steam. Mais je veux montrer à Sony que je veux qu'ils continuent à sortir des jeux sur Xbox. Ça fait que je vais double dip. Parce que non seulement je vais avoir ma copie, parce qu'il est crossplay, de toute façon, on peut jouer avec tout le monde. C'est que Marie va pouvoir jouer sur le Xbox pendant que moi je vais être sur le PC. Puis comme ça, on va pouvoir être une gang, encore une fois, à jouer à Helldiver. Tu vois, j'ai le goût de l'acheter. Ça a l'air tellement bon, ce jeu-là. Ça a l'air le fun. Ça a l'air très, très cool. J'ai pas full joué, je l'ai acheté, puis j'ai jamais eu le temps, c'est que je suis comme niveau 3, c'est que j'ai pas beaucoup joué. Mais le peu que j'ai joué, j'ai adoré, là, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Super. Excellent. Hey, moi, j'ai quelques nouvelles. J'en commence avec une qui sort un peu pour souligner la sortie du film Fantastic Four, qui, je dois dire, m'intéresse quand même pas mal. J'ai beaucoup aimé Thunderbolts. Je l'ai vu la semaine passée. Je l'ai vu. C'est bon? Oui, j'ai bien aimé. C'est le film de Marvel qui m'a le plus intéressé depuis Guardians of the Galaxy 3. Il y a plusieurs films dans la phase actuelle de Marvel Studios que je trouve corrects sans plus, mais Thunderbolts j'ai bien aimé, Fantastic Four a l'air très bien, Superman qui est sorti sur les écrans géants en ce moment me tente énormément. Semblerait-il qu'ils ont été capables, ou James Gunn a été capable, les réalisateurs, de marier le côté quirky, si je peux dire, du comic book, mais aussi violent. C'est très ça en fait les comic books, où un peu le loufoque côtoie le trait, pas le trait, mais le violent, le plus campé dans le réel. Puis ça a l'air que le film est fait comme ça. Fait qu'il m'intéresse. Mais là, je parle de Jack Kirby. Jack Kirby qui a été immortalisé le 9 juillet dernier, en présence de sa famille d'ailleurs, et des représentants de Marvel Comics se sont rejoints à l'angle de Lower East Side de Manhattan, sur une rue qui s'appelait Delancey Street, parce que celle-ci a été rebaptisée Yancey Street / Jack Kirby Way. Donc, c'est en l'honneur de Jack Kirby, qui était un des co-créateurs des personnages, certains des plus importants personnages de Marvel Comics, et qui a travaillé aussi pour DC Comics, où sa mythologie était aussi très importante avec The Fourth World et compagnie, The New Gods. Yancey Street, c'est quoi? Yancey Street, c'est une rue fictive qui se retrouve souvent dans Marvel Comics, qui a été inventée par Jack Kirby. Et c'est là où est né d'ailleurs le personnage de Ben Grimm de Thing. Et en fait, l'endroit où Yancey Street est maintenant positionné avec Jack Kirby Way, c'est près de où Jack Kirby a passé son enfance à Manhattan. Donc, c'est un hommage au créateur. Puis je trouve que c'est pour souligner aussi le fait que la plupart des créations de Marvel Comics, les super-héros, la plupart étaient à New York. Hein. C'est d'ailleurs un genre de blague des fois qui ressort dans les comic books. C'est pourquoi tous les personnages sont à New York? Ben, c'est parce que leur création était campée où les créateurs étaient. Puis ils étaient où dans le temps? Ben, ils étaient à New York. Fait que c'est là que c'était. Donc je suis bien content. Yancey Street, Jack Kirby Way, pour souligner l'apport de ce créateur super important à l'univers de Marvel, mais aussi des comic books à part entière. Donc bravo Jack. J'aurais aimé ça qu'il soit encore vivant pour voir son leg. Sinon, tu me permets une petite nouvelle pour rebondir là-dessus? Vas-y. Il y a une rumeur. Je parle pas souvent de rumeurs à l'émission parce que c'est facile d'en partir, puis il y en a qui sont de différents niveaux. Donc, vous remarquerez que je parle de rumeurs seulement quand elles sont rapportées par des médias crédibles. Et celle-ci, c'est pas tant un média, quoique maintenant la personne peut être aussi un média. Son nom, c'est Daniel Richman. J'en ai souvent parlé à l'émission. C'est un journaliste, qui fait dans le divertissement, qui a souvent des sources qui s'avèrent être confirmées. Et là, il parle d'une rumeur qui concerne Marvel Studios, qui a entamé le développement d'un film basé sur Midnight Suns. Midnight Suns, c'est S-O-N-S,
à pas confondre avec le jeu vidéo que c'est Midnight Suns, S-U-N-S. Ouais. Mais c'est essentiellement le même univers, là, parce que je parle de personnages de super-héros qui appartiennent à Marvel Comics, qui appartiennent à la communauté, voire mystique, paranormale du MCU. Donc, autant chez Marvel DC, il y a une partie de la communauté des super-héros, des personnages qui font dans la magie, qui sont d'un côté plus sombre, une facette plus sombre de l'univers. Et il est sorti dans les années, je pense, 1990, une série de crossover qui était étiquetée sous Midnight Sun, S-O-N-S, qui recoupait des personnages du style Blade. On avait aussi Doctor Strange, Morbius, Ghost Rider et plusieurs autres. Puis de temps en temps, au fil des années, ils se sont recroisés plusieurs fois. Et ça a été adapté en jeu vidéo, je pense qu'il y a 1 an, 2 ans de ça, sous le nom Midnight Sun S-U-N-S, qui faisait aussi encore, qui traitait encore de l'aspect mystique du MCU, que j'ai pas joué encore, mais qui m'intéresse beaucoup. Ça a l'air d'un bon jeu, j'attends juste qu'il soit en rabais. C'est vraiment T'as bon. joué? Mais t'as-tu joué à XCOM? Non, mais je sais c'est quoi. Je sais qu'il y a des adeptes de XCOM. Je pense que Midnight Sun, sur le coup, ce qui m'a fait peu peur, c'est l'aspect carte à jouer. Il faut qu'on sorte des cartes. C'est pas tant un jeu de cartes, c'est vraiment beaucoup plus proche de XCOM. Oui, il y a l'aspect de la carte, mais ça a plus rapport à tes pouvoirs. C'est que ça rend pas ça compliqué. Là. C'est pas Magic. Là. Ok, c'est pas Magic. C'est pas ce genre de jeu non. Okay. Non. C'est vraiment beaucoup plus proche de XCOM. C'est que si tu es capable de jouer à ce genre de jeu-là, tu vas avoir vraiment beaucoup de plaisir. Puis l'histoire est vraiment bonne. Oui, il paraît que l'histoire est bonne. Fait que j'attends, en fait, c'est ça, qu'il y ait un rabais sur Midnight Suns. Pourquoi je vous parle de Midnight Sun et Midnight Suns? C'est ça. C'est parce que Daniel Richman a parlé du fait que Marvel a décidé de développer un projet basé sur cette idée-là, l'idée des personnages mystiques, paranormales qui appartiennent au MCU, et il aurait engagé un scénariste pour commencer à développer. On n'a pas de détails, on n'a pas de distribution à ce moment-ci, on n'a pas de réalisateur, on n'a pas de date de sortie, ça reste à être même confirmé, mais pour moi, pourquoi j'en parle, je trouve que l'idée est très intéressante. J'aime tout le temps les histoires, les récits qui se passent dans cette facette-là, l'univers de DC et de Marvel, puis il y a possibilité de faire de quelque chose de plus creepy, un peu ce qu'il avait fait avec Werewolf by Night, d'ailleurs, le Marvel Studio Specials qui était sorti sur Disney+. Donc, c'est des trucs un peu plus sombres. Du côté de DC, entre autres choses, Justice League Dark, qui est sorti en comic book. Pendant longtemps, on pensait que Guillermo del Toro allait développer un film. Finalement, ça ne se fera pas. Donc, en tout cas, il y a une bonne possibilité là. Au pire, un Marvel Studio Specials, peut-être directement sur Disney+, mais je veux voir les Midnight Suns adaptés au petit ou grand écran. Je pense qu'il y a une grande possibilité créative derrière cette idée-là. Oui, voilà. Oui, vraiment. Qu'est-ce que tu avais d'autre, toi, Yoann? Petite nouvelle, Fist of the North Star, l'animé, a fêté ses 40 ans dernièrement. Je connais pas ça, moi, Fist of the North Star. Fist of the North Star, c'est une série post-apocalyptique de kung-fu, de bataille, où les personnages sont excessivement puissants. Il y avait eu un animé, plusieurs animés, il y a eu des films, mais il y a eu même un film avec des acteurs, avec le légendaire Gary Daniels, un film de kung-fu, qu'on peut... je veux dire, le film a le budget qu'il a, puis il y a... Pour toutes les maladresses de ce film-là, il est excessivement entertaining. C'est que moi, je le conseille. Le film, je le conseille. Vous allez autant rire, vous allez rire avec le film, puis vous allez du rire... film. Ouais, mais on rit jamais du film. Non. Mais on rit avec. Okay. On rit avec. Okay. C'est ça que j'essaie. Mais c'est très, très gore. C'est très over the top. Et là, il va y avoir un reboot de l'animé qui devrait sortir en 2006. Puis ça, on le savait déjà. 2006, ça 2026, oui. 2026. Puis ça, on le savait déjà. Mais là, il y a des grosses rumeurs qu'il y aurait un jeu vidéo qui sortirait avec la nouvelle anime. Cool. Oui, puis il y a eu quelques versions. Il y avait eu un jeu au Xbox 360. Même dans le temps, il y en avait un au Nintendo et au Super Nintendo. C'est quand même une série populaire où c'est que, tu sais, le personnage principal, là, quand il punch quelqu'un, la tête a fini par exploser. Là. C'est comme une technique secrète de point de pression qui fait exploser les têtes. C'est très, très gore. Mais là, il y a une chance qu'il y ait un jeu vidéo qui va sortir en même temps que la nouvelle série animée. Les droits appartenaient avant à Sega pour les anciens jeux.
Je sais pas si c'est encore eux qui vont garder les droits, mais Sega, en Sega, je crois, puis un jeu de baston, ça a bien de la chance. Mais je te le conseille de l'écouter. Ça vieillit quand même, là. Un animé de 40 ans, tu sais, l'animation, tout ça, ça a quand même vieilli, mais c'est encore très bon. Ma culture cinématographique, ma culture d'animé, elle est très limitée, je dois l'avouer. Il y en a tellement, puis je t'avouerais que on a un ami commun qui partage beaucoup ses animés sur son Plex. Qui me tente toutes, en fait. C'est juste qu'il y en a tellement, il y en a beaucoup. On dirait que c'est insurmontable, fait que je suis intimidé de me lancer dans ces séries-là. Le truc, c'est de t'en prendre un. C'est comme un énorme gâteau. Tu vas une bouchée à la fois. mais tu t'en prends un, puis tu plonges dedans, puis tant que tu l'aimes, tu le suis. C'est le fun aussi de tomber dans un animé où c'est que tu sais qu'il y a une fin. Ouais, ça, parce qu'il y a bien des animés qui sont souvent... Si je parle de One Piece, je comprends que quelqu'un aujourd'hui décide « Hey, je vais commencer à écouter One Piece », ça fait peur. Il y a 1255 épisodes, ou pas loin de ça. Wow. Que ta femme a tout écouté, d'ailleurs. Ma femme a vu tous les épisodes. C'est vraiment... Elle est une méga fan, là. Mais... As-tu écouté la série plein Netflix? De bonnes séries. Oui, puis tu sais, ça vient d'une méga fan. Puis, tu sais, elle aurait pu pas aimer ça, puis elle a adoré. Elle a vraiment adoré. Ouais, elle a vraiment beaucoup aimé. As-tu vu que les logos sortaient de One Piece qui s'en viennent? Oui, on peut pas en parler. Ah non, on peut pas en parler? OK. Non. Peut-être éventuellement, mais pas là. Non, justement, c'est à cause de ça qu'on peut pas en parler. Ah, OK. J'ai compris. Mais non, la série Netflix est excellente. L'acteur qu'ils ont pris pour jouer Luffy, le personnage principal, oui, il est pareil. Il le campe tellement bien, il le joue tellement bien. Puis ils n'ont pas eu peur parce que tu sais, le manga, il peut être entre guillemets ridicule dans le sens, ils ont des looks extrêmes des fois les personnages, mais ils ont embrace, ils l'ont pris à 100%. C'est comme, oui, il y a un genre de petite coupe prince un peu weird avec des lunettes rondes. Pas de problème, le personnage va être comme ça dans le show, même si ça a l'air un peu off. On dirait que ça aide à l'amour, à porter l'amour à l'adaptation. C'est que non, très, 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 très beau travail. Excellent. Là, on parle d'une nouvelle triste, Yoann, puis je te l'ai envoyé, je pense, au cours de la semaine dernière. Je t'ai dit, t'as-tu vu ça passer? Parce que toi, tu as travaillé avec la branche cinématographique, entre autres, qui est, je pense, aux États-Unis, qui est là-bas. Je parle des Humanides Associés qui, maintenant, on a appris la semaine passée qu'elle était en liquidation financière. Les Humanides Associés, c'est une maison d'édition importante française qui a publié de nombreux titres qui ont marqué l'univers de la bande dessinée. Ils ont une marque indélébile sur le milieu de la bande dessinée. Puis la semaine passée, Livre Hebdo qui a rapporté que c'est ça, la compagnie est en liquidation financière et qui cherchait maintenant de nouvelles façons de faire de la parution plus modeste. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est liquider un peu nos dettes, les éponger. C'est pas mort, dans le sens que ce qu'ils veulent faire, c'est publier à l'avenir, mais d'en faire moins et de la faire de manière plus profitable. C'est ce que j'en ai compris. Ils maintiennent le magazine Métal Hurlant. Ça, c'est une bonne chose. Qui est un magazine où de publication, là, je pense que c'est à chaque mois, de différentes histoires. L'équipe française est complètement liquidée. On parle de 18 personnes qui ont perdu leurs emplois, qui ont été licenciées. Et il y a d'autres étiquettes, comment je pourrais dire ça, d'autres compagnies qui appartiennent à la même entreprise, dont les Éditions de l'Homme sans nom, qui n'ont pas été touchées. Les Humanoïdes Associés ont aussi racheté d'autres maisons d'édition dans le passé et ces maisons d'édition-là ne sont pas touchées nécessairement. Donc, reste à voir comment vraiment ça va affecter la compagnie, là, parce que pour moi, ça reste quand même un peu nébuleux. Mais ce qui est à retenir là-dedans, c'est que c'est une maison d'édition qui était établie, qui avait laissé sa marque et qui, malgré tout, doit fermer. En fait, fermer ou réduire ses activités et qu'il y a 18 personnes qui ont perdu leur emploi. Donc, comment ça va se concrétiser dans les prochains mois, je ne pourrais pas vous dire. Par exemple, c'est eux autres qui publiaient l'Incal. Est-ce que l'Incal va être encore publié avec eux ou est-ce que quelqu'un d'autre va racheter les droits? Comment ça va se décliner tout ça? On va le découvrir, là. Ils ont presque toutes les bandes dessinées de Jodorowsky. Oui. Les Métabarons aussi. Oui, exact. C'est comme Bonser.
c'est des œuvres qui sont importantes. Ouais. Puis ils ont beaucoup, beaucoup d'œuvres ultra importantes en dessous des Humano. Tu sais, si jamais ça vient à ce qu'ils ferment, j'espère qu'une autre maison d'édition vont racheter au moins. Ils n'ont des pas le titres. choix. Ça, je le vois. Là, Ça peut pas disparaître. Ça peut pas disparaître. C'est des œuvres trop importantes. Là. Ouais. Mais Ça fait peur. Mais je me demande quelqu'un, là, tu vois l'Incal là, qui sort, là, puis tu dis, bon, ben j'aimerais ça racheter les albums ou les éditions intégrales. Est-ce qu'ils vont arrêter la fabrication de ces albums-là? Comment ça va vraiment affecter leur création? Ça reste à voir. Faut dire que le marché de la BD a été Attends, juste finir ça, puis on va rembarquer. Le marché de la BD a été en baisse en 2024 de 10%, ce qui n'a pas aidé. Donc, voilà. Puis quand j'ai dit que tu as travaillé avec, là, pour situer les gens à la maison qui ne savent pas de quoi on parle, tu as adapté We Are Zombies, qui est une de leurs bandes dessinées. En film, tu as fait l'adaptation en film avec eux. Oui, la BD et les zombies qui ont mangé le monde. Exactement. Le titre de la BD. Exactement. Qui ont ressorti sous le titre du film We Are Zombies. We Are Zombies. Avec une étiquette maintenant adaptée au cinéma. C'est cool, ça. Et dans mon bucket list de choses cool qui est arrivé dans ma vie, j'ai été interviewé par Heavy Metal, le magazine Heavy Metal. Puis c'est comme dans le milieu du magazine, puis c'est plusieurs pages, puis comme super de bel article sur les films qu'on a fait et tout. C'est que ça, c'est une belle grosse coche sur le bucket list de choses cool. C'était Heavy Metal, la version francophone en Metal Hurlant. Metal Hurlant. Je m'excuse. Okay. Ça, au moins, ça continue. Ça, c'est quand même nice. Ouais. Puis, c'est important. C'est une façon aussi de découvrir des bandes dessinées. Oui. C'est des bons articles, tout ça. Metal Hurlant, c'est vraiment, vraiment bon. Là. Puis, c'est pas des petits volumes. Là, non, c'est des gros volumes. Oui, exactement. Ouais. Donc voilà, on va avoir plus de détails dans les prochains mois, mais je trouve ça quand même très triste. Voilà ma chance d'adapter au cinéma Bonser, que j'aurais vraiment aimé un jour. Tu peux pas adapter l'Incal, voyons. C'est inadaptable, cette affaire-là. Alors, c'est ça. Les coûts sont incroyables. Ils ont essayé. Ils ont essayé plusieurs fois, je pense. Taika Waititi a été lié au projet pendant un bout de temps. Ouais. D'autres personnes, d'autres réalisateurs ont été liés. Jodorowsky lui-même a été lié. Il y a un documentaire sur l'Incal qui a finalement jamais été... qui n'a jamais vu le jour. Là. Mais c'est beaucoup d'argent. Mais tu parles-tu de Dune? Le Jodorowsky Dune? Ah oui, je me mélange avec Dune. Mais, mais les designs développés pour Dune de Jodorowsky ont fait, comment je peux dire, ont fait des petits. Là, on les a revus dans d'autres productions. Oui. Je me suis mélangé, oui, tu as raison. Le Dune de Jodorowsky, oui. Mais ça serait fou, mais je pense que ça coûterait un demi-milliard à adapter l'Incal. On n'est pas nécessairement rendu là. Non. Qu'est-ce que tu avais d'autre, Yoann, dans tes trucs? Moi, c'était pas mal fini, là, les autres choses. Oh, donc, un petit dernier truc de mon côté. Qu'est-ce que j'avais ici? Ah oui, c'est en fait pour... Yoann, t'aimes ça, les comics, right? Ben oui. T'aimes ça aussi? Je serais pas ici. T'aimes ça, la sauce piquante aussi, hein, Yoann? Oh que oui, j'adore la sauce piquante. Mais qu'est-ce que tu dirais si je peux dire, je te disais, hey, maintenant tu vas pouvoir allier ta passion des deux. Parce que ça s'en vient d'une certaine façon. Il y a IDW Publishing qui a annoncé qu'ils se sont associés avec Jake City Food pour une sortie de série de sauces piquantes dont les étiquettes vont être basées sur l'art d'une série qui s'appelle The Beneath the Tree Nobody Sees, qui va coïncider avec la sortie de Beneath the Trees Nobody Sees, Rite of Spring numéro 1, qui est en fait un spin-off, là, une suite, la première série. Pour vous donner une idée, c'est une série qui se passe dans un monde, pensez à l'image, là, c'est comme un monde de contes, même l'illustration fait penser à ça, mais où il y a un ourson, qui est le personnage principal, qui est un tueur en série. Mais lui, il décide de jamais tuer dans son propre village. Il tue dans d'autres villages pour ne pas se faire avoir. Mais là, il y a un moment donné, un autre tueur en série qui arrive dans son petit village peuplé de créatures mignonnes. Il commence à tuer. Et là, lui, un peu à la manière de Dexter, va essayer d'enquêter à savoir c'est qui, parce que ça peut mettre en péril ses activités à lui et son identité. Donc, c'est assez intéressant. Ça mélange le cute puis le gore. OK? Tu donné une des étiquettes puis une en fait, le nom d'une des sauces, ça s'appelle Head of the Class, puis tu as vraiment la tête d'un cochon coupé sur un bâton qui se retrouve sur l'étiquette. Donc, c'est comme un drôle de mélange de cute puis de gore. Au total, il va y avoir 8 sauces à $18 US.
Puis ça a l'air très bien. En fait, moi, ça m'a plus donné le goût de lire la série de Patrick O'Novat que de consommer de la sauce piquante parce que je suis pas tant un fan. Là. Tu le sais que moi, et les épices, c'est deux choses. Là. Ben, c'est pas. Une sauce piquante, c'est pas nécessairement très fort. C'est surtout le goût qui est important. Pour moi, oui. Mais ça semble pas que c'est le cas pour tout le monde. Non, il y en a qui veulent juste s'arracher la bouche. Là. Remarque que je vais manger excessivement piquant, là, comme très piquant. Mais l'important, c'est qu'il faut que ça goûte bon. Là. C'est la première, la première chose. C'est quoi la sauce qu'on a goûtée l'autre fois? Là, la sauce de Gurky, qui est un YouTuber québécois qui fonctionne très bien. Oui. Gurky, c'est ça son nom? Oui, qui est au yuzu. Oui, elle est super bonne. Elle est vraiment très bonne. Elle a le goût des fruits, c'est pas trop piquant. Elle, ça va. Elle est fraîche, tout ça. Yes. C'est quelque chose avec comme genre des tacos de poisson l'été. Ça fitterait là, parfaitement. Là. Je l'ai mangé avec des tacos. Pas des tacos, mais des nachos, puis elle était excellente. Oui. Super bonne. Peut-être un dernier truc, là, mais vraiment rapidement, parce que j'ai pas pris de notes. Là. C'est juste que avant-hier, j'ai écouté Karate Kid Legacy. Le nouveau film de Karate Kid. Puis. Oh mon Dieu. C'est pas un désastre, mais c'est une occasion excessivement manquée. Je trouve que les personnages sont quand même très attachants. L'acteur principal qui joue le nouveau personnage principal de cette série-là a du cœur, il a le fun. Au-delà de ça, le film lui-même manque de cœur. C'est un film qui. Pas très long, 1h30, ça va. Qui reprend un peu les beats du film d'origine des années 80, donc un Fish Out of the Water qui se retrouve dans une ville où il est confronté à se battre contre un gars méchant vraiment primé sur les arts martiaux, qui est l'ancien copain de sa nouvelle flamme. Puis tout ça, c'est bien correct. C'est cliché à souhait, mais c'est assumé. Ouais. Mais ça manque d'âme, man. Il y a des moments où l'acteur qui joue Daniel Larusso ou le personnage de Jackie Chan revient parce que c'est vraiment le Karate Kid verse, on regroupe tout ça. Ça devrait être des moments épiques. Ça devrait être des moments où il y a une certaine dehors du gravitas, puis il n'y en a pas. Ça manque, ça tombe flat. C'est dommage parce que oui, c'est niaiseux de ramener le personnage de Daniel San 40 quelques années plus tard pour faire un film. Mais si t'es pour le ramener, il faut que tu le traites, il faut que tu l'assumes. Là où pensez, mettons, à Top Gun Maverick. J'en ai souvent parlé avec notre ami Jake. Top Gun Maverick, c'est pas un film qui, sur papier, devrait fonctionner. C'est hyper cliché. Mais quand tu l'écoutes, là, c'est le camp assumé à souhait, puis c'est le fun. C'est vrai un film qui ne devrait pas marcher, il s'assume. Mais s'assume au bout, mais c'est le fun. Puis ça aurait dû être ça, Karate Kid Legacy, puis ça l'est pas. Ça tombe flat. Sais-tu comment que je l'ai écouté, moi, le nouveau Top Gun? Vas-y donc. En avion, pendant des turbulences. C'était awesome. Pendant la mission finale, il y avait des turbulences. Ça fait que j'étais comme... Tu sais, quand tu vas au cinéma, là, puis t'as comme un banc D-Box ou whatever là, qui bouge avec le film, j'avais la même chose. J'ai tellement aimé Top Gun Maverick. Je comprends pas comment ça se fait que ça marche. Mais il y a de quoi? Il faudrait que je le décortique pour dire... Regarde le scénario, là, c'est hyper cliché. Tu sais un peu ce qui s'en vient, mais en même temps, c'est assumé, puis c'est le fun. Il n'y a pas d'autre mot. Karate Kid aurait dû être ça. Karate Kid aurait dû être ça pour Karate Kid. Ça aurait été différent, bien sûr, mais non, ça marche pas, malheureusement. Le film comme ça est pas dégueulasse. C'est bien, c'est correct. Mais il manque de quoi. Puis, Tourné à Montréal. Tourné à Montréal, puis il y a des scènes où il y a beaucoup de... tu sais, quand tu rajoutes du son en post-prod, là, pour essayer de faire fitter les scènes, là, les interactions de Daniel San puis le personnage de... des répliques en ADR. Ouais. Puis ils sont pas bien mixés, genre? Ben, c'est pas qu'ils sont pas bien mixés. 90% du monde va pas s'en rendre compte, là, mais avec mes oreilles d'autiste, je les entends. Là. Mais tu vois que c'est pour essayer d'un peu... comment je pourrais dire ça? Le mot qui me revient, c'est tighter, là, comme pour resserrer tout ça, puis ça marche pas très bien. Puis moi, l'ADR, je m'en rends tout le temps compte. Là, tu vas t'en rendre compte. Je suis ultra, ultra sensible à l'ADR. Il y a tout le temps... Il y a tout le temps quelque chose avec le son de la voix, quelque chose qui est comme... Tu sens que ça a été réenregistré parce qu'ils se sont rendus compte en montage qu'il manquait quelque chose. Si tu l'écoutes, tu me le diras. C'est peut-être moi qui se fais des idées. Puis si c'est pas de l'ADR, c'est pas de la vraie ADR, c'est qu'il y a quelque chose sur le plateau qui marchait pas en termes de chimie.
Oui, Daniel Salena, le personnage de Jackie Chan, dont le nom m'échappe, là. Mais ça devrait être des moments campy assumés, puis ça l'est pas. Pourtant, comment ils ont trouvé une manière de regrouper le film de Jackie Chan puis les films de Karate Kid voyons, j'arrête pas de dire Daniel San, mais le nom de l'acteur m'échappe, là. Est quand même assez... Daniel Larousseau. Oui, non, ça c'est le nom du personnage. Oui, non, c'est ça. C'est quoi le nom de l'acteur, Chris? C'est pas grave, c'est pas grave. Anyway. Oh my God, c'est pas grave. C'est sûr qu'on le sait. Comment ils ont trouvé pour regrouper, pour donner une raison qu'est-ce qu'ils se rendent compte, c'est quand même un peu futé. Puis ça prend ses origines dans Karate Kid 2. Mais ça va pas plus loin. Je sais pas, je sais pas comment dire. Il y avait de quoi qui manquait. C'est tant qu'à les avoir dans le même film, il faut que tu assumes ce côté-là qui est excessivement cliché. On va prendre une petite pause, Yoann, parce qu'on va parler dans quelques instants du sujet de la semaine. Le sujet de la semaine, c'est une bande dessinée, une rencontre entre Archie et Jay et Silent Bob, ou plutôt l'univers de Kevin Smith. Oui, Ralph Macchio, merci dans le chat. C'est Ralph Macchio, le nom de l'acteur. Dan, merci. Merci. Donc, on va parler dans quelques instants de Archie meets Jay et Silent Bob. Mais juste avant, je vous rappelle qu'on a un Patreon si vous voulez faire en sorte qu'on continue à faire des shows semaine après semaine depuis maintenant presque 20 ans, parce qu'en janvier prochain, ça va faire 20 ans que le show existe. Il faut que de l'argent rentre, parce que sinon, c'est pas une blague, on va devoir fermer les portes. Donc, il y a un lien dans le descriptif de l'épisode vers notre Patreon. Notre Patreon, c'est une plateforme qui permet de nous financer pour l'équivalent d'un café par mois. Vous faites en sorte qu'on peut faire nos shows, payer les factures, faire en sorte aussi qu'on peut produire d'autres shows, dont Terre humaine chez Isidore, Terre Kaiju et Noël chez Isidore. En échange, vous avez accès à un podcast exclusif qui s'appelle Bifurcation. Rémi et Antoine, avec qui on fait le show Bifurcation, on vient de compléter notre cycle sur le réalisateur Paul Verhoeven. Donc, on a fini avec Elle et Benedetta. Deux films assez hard, merci. J'étais quand même très surpris par Elle. Je ne m'attendais pas à ça. Il est disponible depuis samedi dernier. Et là, cette semaine, vous devriez avoir l'épisode sur Benedetta. Donc, une fois aussi inscrit au Patreon des Mystérieux Étonnants, vous avez accès au Discord des Mystérieux Étonnants. On en fait souvent référence dans le cadre de l'émission. C'est comme Internet, mais sans trop de cul. Donc, c'est une place où vous pouvez échanger des articles. On a écouté de la lutte. Hier, on a écouté en retard le All-In de AEW. Puis on n'a même pas parlé. Oh my God, que c'était bon. Est-ce que c'était bon ou c'était fantastique? C'était très bon. On pourra en parler dans 2 secondes, juste finir les annonces, mais on va pas en parler, Johan. Okay. Mais souvent, on écoute la lutte. La semaine prochaine, on va écouter Revolution, qui était diffusé, oui, hier, mais on pouvait pas l'écouter, fait qu'on va l'écouter la semaine prochaine. C'est un bel espace, le virtuel, où les gens sont vraiment sympathiques. C'est vraiment une belle place. Il n'y a pas de négativité. Moi, je tolère pas ça sur le Discord. Puis ça reste respectueux. Les gens sont brillants. Donc, c'est comme des gens qui pourraient être nos amis. Là. On a des très belles interactions. Si vous voulez avoir accès au Discord des Mystérieux Étonnants, une fois inscrit au Discord et au Patreon, écrivez-moi à travers la plateforme. Je vais vous envoyer le lien. Aussi, sachez que c'est super facile de vous inscrire au Patreon et vous désinscrire. Donc, vous pouvez donner pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, arrêter pendant une période, y revenir. C'est vraiment le fun. Il y a des gens aussi qui vont pas sur Discord, qui n'écoutent pas le Patreon, mais qui n'écoutent pas le podcast, pardon, mais qui veulent financer nos activités. Donc, ça se passe par le Patreon. Aussi, dans le lien descriptif de l'épisode, vous pouvez nous laisser un message vocal comme l'a fait Martin et Jean-Sébastien plus tôt dans l'émission. Donc, questions, commentaires, c'est là que ça se passe. On est disponible partout. Apple Podcasts, YouTube Music, Spotify, Amazon Music et plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants et sur notre site Internet. On est aussi disponible sur Facebook, Instagram, mais pas vraiment. Là. Oui, je vais vous répondre si vous m'écrivez par là, mais on est surtout actif sur Discord. AEW, All-In, oh my God. c'était très bon. Adam Cole, man, ça m'a fait pleurer. Un lutteur qui prend un temps d'absence. Il a l'air d'avoir des problèmes de santé, c'est ce qu'il dit. Il y avait beaucoup de Les rumeurs, ce serait une commotion cérébrale grave. Oui. Ça veut dire que peut-être qu'il ne peut plus prendre d'impact. Ça veut dire que ça veut peut-être dire que la fin de sa carrière est terminée. Ouais. C'était très, très, très émouvant. My God, tous les matchs étaient bons. C'est comme il n'y a pas eu un match que j'ai trouvé plate. Moi, j'ai bien aimé le match Tony Storm et Mercedes Money. Je suis en amour. Ouais. Ben, c'est ma préférée. C'est ma préférée. C'est ma lutteuse préférée. Je trippe bien raide. Puis, t'as-tu vu à la conférence de presse après? Je vais le poster dans le Discord. La conférence après est complète. Elle lit une lettre à ses adversaires.
puis à tout le monde. Et c'est hilarant. Son personnage est hilarant. C'est que je vais le poster dans le Discord. Là. C'est vraiment drôle. Là. C'est une des rares lutteuses chez AEW que ce type de personnage-là. Tu sais, je pense que ce qui était équivalent chez les hommes, c'était Danhausen, mais Danhausen, on ne l'a pas vu depuis des mois et des mois et des mois. Techniquement, il est encore signé chez eux, mais il fait juste les indies en ce moment. Là. Mais tu sais, c'est un personnage qui est plus grand que nature, qui peut pas... Tu sais, qui théoriquement ne peut pas exister dans l'univers réaliste de la lutte. Réaliste entre guillemets, bien sûr. Mais ça marche. Moi, au début, il m'énervait un peu, mais là, je l'aime, son personnage. Je l'adore. Je l'adore. Ouais. Comment t'as trouvé le match final avec Adam Page et Moxley? Ça, c'était quelque chose. C'était intense. C'était intense. C'était très intense. J'ai écouté le gala avec mes garçons. Oh mon Dieu. Il commence à avoir des coups de fourchette dans le front, là. C'est quand il y a eu les coups de fourchette dans le front, là, j'ai eu un moment que je me suis dit, suis-je un bon père en ce moment? Est-ce que je fais les choses correctement? Mais mes garçons, ils comprennent que c'est un spectacle. Au moins, ça. Ben, c'est bon. Ça. Mais j'ai eu peur, j'ai eu peur de leur ruiner ça, en leur disant que c'est un spectacle, puis que c'est une histoire, puis tout ça. Puis en même temps, ils embarquent autant, tout ça, donc j'ai rien ruiné. Ben, comme tout le monde qui écoute la lutte, je pense que les gens qui en écoutent pas ont tout le temps l'interrogation à se dire ben là, je sais que c'est arrangé, fait que comment je peux embarquer? T'embarques. Tu finis par oublier que c'est un spectacle. Puis que la fin, oui, elle est déterminée, mais la réalité, c'est que le spectacle est tout aussi intéressant, tu sais. Et le jeu avec le public, le jeu avec les gens qui écoutent puis les références. Si vous aimez les comic books, là, vous allez vous retrouver 100% dans la lutte. Totalement. Ouais. Totalement. Puis ils prennent de vrais risques, par exemple. Oui, c'est ça que le monde oublie. Ouais. Ah non, mais c'est fake, ils se font pas mal. C'est pas vrai. Non, ils se font mal. Ils se font mal. Ouais. C'est dur sur le corps. Ils sont courageux, les personnes qui font ça, pour nous entertainer. Puis, le match final était hallucinant. Tu sais, la fin, quand Moxley se fait pogner par la chaîne, il t'a vendu ça. Là. Moi, j'étais sur le bout de mon divan, là, je capotais. Là. Ils ont réussi à vendre ça jusqu'à la fin. C'est fantastique. Ouais. C'est fantastique. Match Swerve et, Caroline Ospreay. Hey, eux, là, tout ça, c'était excellent. Yep. Ils ont réussi à raconter une histoire dans le ring, dans la lutte. C'est ça que moi, je préfère. J'aime ça, les histoires dans la lutte, mais j'aime ça que tu me racontes l'histoire alors dans que le ça match. se passe. Oui, exact. Oui, puis ça me fait triper. Puis ils ont réussi, là, haut la main. Swerve est fantastique. On a eu des retours aussi. Bryan Danielson qui réapparaît. Darby Allin qui descend du toit. C'était fou. C'était insane. Edge qui a fait une apparition. Puis il a dit, il a pas dit go fuck yourself, il a dit go find yourself, qui est un très beau moment. Go find yourself. Ah oui, j'ai eu des frissons. Ouais. Ça veut dire peut-être qu'ils vont nous donner une dernière run. Moi, je pense que les deux vont revenir les ensemble. deux ensemble. On parle de Chris et de Edge. Là, il y a le monde à la maison qui n'écoute pas la lutte, ils sont comme, what the fuck, c'est quoi qui parle, ces gens-là? Pour vrai, là, trouvez-vous un ami qui est amateur de lutte, là. Puis, si c'est un bon ami, il va vous guider là-dedans, puis vous allez finir par y trouver votre compte. C'est un peu comme les comic books. Il faut sauter à un moment donné. Il faut sauter, puis au début, vous n'allez pas comprendre les références, vous allez peut-être un petit peu perdu, mais à un moment donné, vous allez trouver votre fun, puis vous allez comprendre pourquoi les gens trippent. Puis de l'écouter en gang, en plus, c'est comme quelque chose de... Je sais pas, de le fun en gang. Ouais. Tu sais, on va rire en même temps. On va faire « Oh my God » à toutes les fois qu'il tombe. Faudrait qu'on se trouve un bar, man. Si vous êtes un manager... Moi, là, j'ai de la misère. Depuis que le brouhaha est fermé là, dans Rosemont, j'ai plus mon bar. J'ai plus ma place où d'un j'allais, mais aussi où je peux réserver une salle. Puis j'aurais aimé ça, réserver une salle pour qu'on écoute ça en gang sur écran géant. Puis je parle pas d'un truc qui m'aurait ruiné à 400$ là, pour louer la salle. Là, je parle de quelque chose de plus abordable. C'est peut-être ça qui est plus compliqué. Mais si vous avez un bar, un espace bar, whatever, avec un projecteur. Où on va l'amener, le projecteur. On va trouver un projecteur dans le pire des cas. Je peux vous amener du monde qui vont boire en crise. Oui. Les mystérieux, ils boivent. Hein? Hey, man. Dude, à les fois qu'on fait un live. Je me souviens de Jarrett Man, quand on a fait le dernier spécial d'Halloween, il est venu voir après avec un gros cheese, puis il m'a dit « Hey, toi, ton public, il boit en sacrément. » Je dis « Oui, le monde, il boit en maudit, puis ils sont respectueux. » On n'a pas eu de marde là, dans les événements qu'on a fait. Non, tout
Tout le monde est très chill, C'est mais tout il du boit. bon monde. C'est du monde qui apprécie Mais il la boit, bonne bière. c'est Il boit, c'est ça. Fait que si vous êtes propriétaire de bar, une salle de spectacle, je sais pas, je pourrais vous emmener à un événement comme ça là, où on va rassembler des gens. Nous autres, on va streamer à partir d'Internet, on s'en fout. On va le payer le pay-per-view. Là. C'est même pas un enjeu. Oh, ouais. Mais j'aimerais ça trouver mon spot à Montréal, du monde qui pourrait nous accueillir pour faire ce genre de choses-là. Puis, même Montréal ou peut-être même Laval, si le monde sont prêts à se déplacer. Brossard, ou au pire, peut-être la rive on ira ou Brossard. ouais. Mais ouais, d'aller à Rive-Sud, Rive-Nord. On trouvera. Ouais. Je te conduirai, Ben. J'irai te chercher dans ton trou de bite. C'est correct. Bon, on va prendre une petite pause parce qu'on a quand même une BD à parler. On parle de Jay Silent Bob. Archie meets Jay Silent Bob dans quelques instants. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'une bande dessinée publiée par Archie's Comics, Archie Meets Jay et Silent Bob de Kevin Smith et Fernando Ruiz. Archie Meets Jay et Silent Bob est un peu une suite directe à Clerks 3, aussi réalisé et écrit par Kevin Smith. C'est un peu une blague, là. Je sais que depuis une couple de semaines, je fais souvent référence à Kevin Smith. Kevin Smith qui est un gars qui a transcendé, je vous dirais, le rôle du réalisateur pour devenir une figure importante de la culture populaire, quelqu'un qui aime le comics, qui aime un peu tout ce qui est geek, qui représente cette culture-là depuis plusieurs années, une culture qui, jadis, n'avait pas la cote de popularité qu'elle a aujourd'hui. Et je l'aime bien, malgré que ses films sont plutôt poète-poète aujourd'hui. J'apprécie l'homme, j'apprécie ce qu'il essaie de faire, j'apprécie son authenticité. Donc, spoilers pour Archie Meets Jay et Silent Bob, mais aussi spoilers légers pour Clerks 3, parce que, comme je l'ai mentionné, c'est une suite directe à Clerks 3. On pourrait appeler ça Clerks 3.5. Quoi qu'on on trempe pas trop dans les événements du film. Donc, vous avez été avertis. Si vous voulez voir ça, si vous voulez voir Clerks 3, si vous voulez lire la bande dessinée, peut-être faire pause et revenir au show une fois que ça sera fait. Donc, on se retrouve après les événements de Clerks 3. Dante est décédé. Dante qui est un des deux personnages de Clerks. Donc, c'est maintenant voyons, j'ai un blanc de mémoire à l'autre. Dante Randall, merci. C'est maintenant à Randall à s'occuper du Quick Stop et pour avoir de l'aide durant l'été, il y a un nouveau commis qui rentre dans le Quick Stop pour aider. Et celui-ci est Archie des comics Archie. Donc, c'est un mariage entre les classiques comics Archie comme on les connaît, mais aussi le langage un peu plus cru et un peu plus direct de Kevin Smith dans un genre de mélange qui, je dois dire, personnellement, je trouve fonctionne quand même bien. Ça reste une BD légère. Mais c'est pas mélangé. C'est peut-être ça mon problème. Ah, okay. C'est que le mélange se fait pas. C'est comme si tu aurais mis dans un verre de l'eau puis de l'huile. Puis c'est correct. Mais de la façon qu'il a traité le sujet, c'est que les gens de Riverdale restent les gens de Riverdale. Ouais. Et les gens de l'univers de Kevin Smith restent les gens de Kevin Smith. Puis même jusqu'à la fin, je pense que le plus gros crossover, c'est que peut-être Jughead à la fin est peut-être curieux d'essayer de fumer du pot un jour. Oui. Mais c'est peut-être le seul moment que j'ai senti que il y a comme un mix parce qu'on dirait que tout est très, très séparé. Segmenté. Les deux univers, je les ai segmentés, très séparés. Je sais pas, puis peut-être que c'était pas le bon comic book pour faire ça, mais est-ce que à un certain point, les personnages de Kevin Smith auraient dû corrompre les personnages de Riverdale ou vice-versa, que les personnages de Kevin Smith s'adoucissent à travers les Riverdale, mais il n'y a pas vraiment ça qui arrive. Mais j'essaie Ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. C'est non, pas c'est tant ça. une critique, c'est plus de la façon que l'histoire a été traitée. Il y a deux façons que ça aurait pu procéder. Qui aurait pu procéder. Soit on y va all-in, comme tu viens de le mentionner. Je pense que ça aurait été une des meilleures, les plus intéressantes, disons, originales de traiter, où le contraste est vraiment cru entre les personnages de View as You Universe de Kevin Smith et ceux d'Archie, et ça réagit plus fort. Quitte que ce soit un peu... Pensez à ce qu'ils ont fait Afterlife with Archie. Oui, là, ils ont poussé non seulement l'enveloppe sur l'horreur, mais aussi il y avait des sous-entendus qui allaient vraiment plus profond là, dans la bande dessinée. Il y a une partie de moi qui aurait souhaité qu'ils prennent cette voie-là. Il y a une partie de moi qui, je dois dire, je suis pas d'accord avec toi, où je suis content qu'il ait gardé ça plus léger, à la manière qu'une histoire d'Archie reste très légère.
Oui, ça m'a pas puis déplu. des fois, ça marche. Des fois, ça marche moins bien, je trouve, dans la bande dessinée, parce que Archie est quand même en amour avec Betty, puis quand même en amour avec Véronica. Puis, tu sais, là, tu as l'impression qu'ils se sont jamais pratiquement tenus la main. Tandis que dans les Archie, quand t'en lis, ils vont souvent en haut de la montagne dans la voiture. Faire du drenching, du necking. Ouais, se donner des bisous. Ça fait qu'il est pas si pogné que ça, Archie. J'ai trouvé qu'il l'a traité plus pogné qu'il l'est réellement dans la vie. Je me demande s'il aurait pu... Tu sais, tu parlais de la référence où on sent que Jughead va probablement fumer du pot avec Jay. Ben, il dit carrément qu'il commence à être curieux. Parce que c'est ça un peu la blague, c'est que Jughead serait le pothead de l'univers de Riverdale puis de Archie si ça serait modernisé. Fait que je suis d'accord avec ça. J'aurais aimé ça, oui. Peut-être qu'il pousse un peu plus l'enveloppe pour que ça soit dans la lignée de After Dark with Archie, dans le sens où on défait les codes. Tu sais, Afterlife with Archie a existé, a été publié parce qu'il y avait un désir de la part de l'éditeur de briser l'image qu'on avait de ces personnages. Puis ça a marché. Ça a vraiment bien marché. C'est un super de bon comic. Puis une partie de moi qui, encore une fois, aurait aimé ça, qu'il fasse la même chose avec cette rencontre-là. Mais en même temps, je suis pas mécontent du résultat actuel. Non, quand même. Ça reste quand même agréable. Puis il y a des moments aussi que je trouve que Kevin Smith catch Archie. Je trouve au début, Archie, comme la situation avec Betty et Véronica, je l'ai trouvé maladroite. On dirait qu'il ne catchait pas vraiment qui était Archie. Archie serait plutôt pas à leur dire ben, tu sais, on n'est pas vraiment ensemble. C'est pas vraiment Archie qui. Il y aurait assez de s'arranger pour que ça soit les deux, sa blonde. C'est un peu plus ça, Archie. Ouais, c'est ça qui fait Archie, absolument. Puis, mais quand il l'a catché, c'est comme tout de suite après, on s'en va chez Pops. Puis t'as Jughead qui boude un peu. Puis Jughead le fait souvent dans les Archie boudés. Ouais. Parce que Archie le laisse tomber aussi. C'est quelqu'un avec bien des émotions, Jughead. Il est un peu de drama queen. Un peu de drama queen. Puis il catch. Il est fâché parce qu'il il travaille à New Jersey. Puis il est plus. Tu sais, son chum, il est plus là pour manger des milkshakes avec lui. Ouais. Et la scène finit avec une leçon de vie que Pop lui donne, que je suis sûr que dès qu'il va avoir un peu de temps, il apprend la maturité puis à bien travailler. Puis je suis sûr que quand il va avoir un peu de temps, il va t'appeler. Ça, c'est tellement Archie. C'est Archie. Et là, tu cases ça avec la facture de combien Jughead doit en bouffe à ce restaurant. Qui est aussi très Archie. C'est 100% Archie. Là, ce section-là, j'étais comme, c'est Kevin Smith qui comprend. Je peux me permettre de l'appeler Kevin. Non seulement il comprend, il vient d'écrire du Archie. Ça, c'est 100% du Archie. Puis ça m'a fait triper. Mais là, on retombe un peu dans la SQ Universe, puis là, personne n'est vraiment dans le même monde, puis tout le monde est comme très séparé. Et je trouve la bande dessinée prend une petite débarque quand Jay de Jay Silent Bob commence à chanter. On dirait que là, tu vois, c'est un peu du cabotinage. Tu vois là où moi j'ai été déçu, c'est que je m'attendais à quelque chose, parce que la façon que ça avait été présenté jadis, c'est que comme c'était un Curse 3.5, l'arrivée de Archie dans le Quick Stop allait aider Randall à faire son deuil de Dante. C'est comme ça que ça a été présenté. Puis la réalité, là, c'est qu'à part 2 moments au début de la BD, ce qui est un single en passant, là, c'est un genre de single, c'est même pas un volume, c'est un fascicule. Là. À part au début, puis un peu à la fin, il n'y a pas tant de références à Dante. Le deuil, tu le sens pas. Puis je m'attendais à... J'étais, c'est intéressant. Tu sais, Randall, son meilleur ami est décédé. Il va apprendre, ou on va le voir essayer de traiter son deuil, d'absorber son deuil, alors qu'il est en contact avec un des personnages les plus populaires de la culture pop, Archie. Puis cette promesse-là, ou de la façon que ça avait été montré, c'est pas tant vrai. En fait, Randall, dans ce comic-là, aurait pu être parti en vacances, puis ça aurait été la même affaire. Oui, tu sais, il fait pas face à ça, puis pourtant, c'est quelque chose que Kevin Smith est bon. Absolument. Parler de ce genre d'émotions-là un peu complexes. Dans un contexte plus comique. Oui, mais là, il mentionne qu'il est mort. Puis, il y a d'autres personnages qui mentionnent que Randall s'ennuie de Dante, mais ça vient jamais de Dante, de Randall. Puis Randall fait jamais face à la perte de son ami, puis c'est jamais ramené. Même que
du moment que Jay et Silent Bob arrivent dans l'histoire, Randall disparaît beaucoup. Oui, dans c'est vrai, il l'histoire. disparaît complètement, en fait. Ouais, puis là, c'est plus le Kevin Smith, le Jay and Silent Bob show. Mhm. Puis il y a un bout qui est pseudo fun, là. Puis là, à un moment donné, Jay fume du pot de Riverdale, puis le pot de Riverdale est tellement trop fort Il que a l'air là, très fort. là, il capote sur stage. Puis ça, on dirait que rendu là, j'étais comme, là, il m'a perdu. Oui. On fait pas du Archie, mais on fait pas du Mais il y a Clerks non aussi, plus. il y a pas de direction dans le sens où il n'y a pas de. Je vais avoir l'air très manichéen, ce que je veux dire, mais il n'y a pas de méchant. Non. Il n'y a pas de but. Le but de la BD, c'est la rencontre entre les deux. Puis je pense que même dans le titre, c'est assumé. C'est la rencontre entre Archie Ouais. et Jay Silent Bob. Puis c'est peut-être pour ça que d'ailleurs Randall prend le champ à partir du moment où Jay Silent Bob rentre dans l'histoire. Mais j'aurais aimé ça, une certaine direction. Une Ouais. certaine. Mais moi, je pense que, contrairement à toi, puis je dis pas que tu l'as détesté, je l'ai plus, Ah non, non, je l'ai c'est plus pas ça que je apprécié. Il y a des trucs. Tu sais, en début d'émission, j'ai dit 37. Ben, 37, c'est au fait que la blonde, la copine de Dante dans Ah! Clerks. Exactement, Ouais. voilà. Fait que c'est ça la référence. Et il y a quelques références à ça dans les dialogues. Moi, une des choses que je trouve qui est la force et malheureusement la faiblesse de Kevin Smith, c'est ses dialogues. Des fois, c'est trop. Puis on dirait qu'avec le temps, Kevin Smith est devenu à écrire comme du Kevin Smith. Là, la restriction de la bande dessinée a fait qu'il a dû beaucoup éditer ces dialogues, où il a dû s'adapter au format le comic book qu'il devait remplir. Puis ça, je pense que ça l'a aidé. Il y a des moments où Randall fait des références à... il fait une référence à Sabrina de Teenage Witch. C'est comme la façon qu'il dit. Il y a une référence. Il y a des petits clins d'œil méta, qui est aussi des choses que le monde sont énervés par rapport à Kevin Smith, mais que moi, j'aime bien. Fait que ces moments-là, je les ai trouvés cool. Mais j'avoue qu'il m'en fait un petit plus. Mais comme c'est pas une longue... Tu sais, c'est pas un gros investissement de temps, pour moi, ça c'est bien Oh non. fait. Oh oui, oui. Puis, tu sais, ça se lit bien, puis ça fait pas mal, puis c'est vraiment plaisant. Mhm. Ben, c'est vraiment plaisant. C'est correct. C'est correct. J'ai trouvé... Je me suis posé la question aussi, tu sais, en lisant Randall, à quel point... Parce que c'est mon personnage préféré de l'univers de Kevin Smith. Mhm. À quel point l'acteur amenait au personnage. Parce que en relisant certains des dialogues, des fois, ça sonnait 100% comme Randall. Puis j'étais comme, oui, c'est ça c'est Randall. Mais des fois, ça sonnait comme Kevin Smith qui Mhm. parlait à travers Randall. Puis ça... Tu sais, il y a une blague qui m'a fait rouler des yeux, que je me suis presque blessé. Là. Attention, tu t'es fait opérer tes yeux au laser. Fait que... Ouais. Tu sais, you're in your prime, you're Amazon Prime. Puis, tu sais, ouais, si ça je l'ai venu... pas. Ça, c'était lettre, ça. Ouais, ça, c'est du Puis dad joke. si ça serait venu... Oui, mais c'est Randall qui a dit... Je sais. Ça serait venu d'un personnage de Riverdale. Ça Je aurait me suis dit, ben c'est campy. Ouais. J'ai l'impression que ça fonctionne. Mais que ça vient de Randall. Randall est trop sarcastique, bête, drôle pour une joke, tu sais, comme qui lève pas de main. Il y a des moments où... tu sais, Randall, il fait comme... Hey, t'as deux femmes qui te courent après, qui clairement sont intéressées. Qu'est-ce que tu fais? Puis je me dis, OK, là... Randall, qui habituellement trucidait Dante pour les mêmes raisons, parce que Dante avait toujours des personnes, des femmes qui l'intéressaient à lui en même temps. Là, il va faire la passe. Il va laver le plancher avec Archie. Il va pas l'humilier, mais il va faire sa passe. Puis non, ça passe plutôt. C'est bon enfant. Puis, il n'y a pas de suite à ça. Je me suis dit, j'ai pensé à ce moment-là que la bande dessinée, ça serait Randall essaie d'aider Archie à avoir son threesome avec les deux. Je pensais que c'est ça. Encore une fois, ça, c'est une des deux voies où ça aurait pu aller. Le trash ou ce qui a pris, c'est garder, c'est le safe. Ça revient à ce que je disais. Là, c'est l'univers de Kevin Smith qui essaie de corrompre l'univers d'Archie. Puis bien sûr, à la fin de tout ça, il faut que ça finisse bon enfant, gentil, clean. Parce que Riverdale est pas... Tu peux pas le corrompre. Non, c'est impossible. Je pense que c'est trop clean. Ben, dans cette version-là. Là. Mm-hmm. Mais on dirait qu'il y avait plein de chances manquées. Là, ça aurait été... Je pense que ça aurait été plus intéressant qu'un concert des Pussycat. J'ai l'impression que... Ouais. Il aime Josie and the Pussycat,
Puis il voulait absolument le mettre dans sa BD, Ouais. Josie and the Pussycat, parce qu'il a mis quelque chose qu'il aime vraiment beaucoup, mais ça a été au détriment de raconter une histoire. T'aurais voulu qu'il pousse plus l'enveloppe, qu'il détruise Oui. un peu plus les codes. Qui détruisent, puis même si les codes se détruisent pas, Mhm. qu'il y ait réellement une histoire, qu'il y ait quelque chose qui bâtit quoi. Là, j'ai Ouais. comme l'impression qu'on passe d'un sketch à l'autre, mais il n'y a pas de choses qui se connectent. Tu sais, tout à coup, Archie, il est malade, puis il chante pas. Oui, c'est Ça fait vrai. que C'est vrai. c'est Jay qui Il doit aller chante. chanter, ouais. Ouais. On dirait qu'on a plein de setups qui payent pas. Peut-être qu'il y avait besoin de plus de temps. Peut-être que ce que j'aurais voulu, ça soit au lieu d'être un 50 pages, que ça en soit un 100 pages. Que ce soit un Puis, trade. Que ouais, ce que soit ce soit un trade. Mm. Ouais. Peut-être. Ou non, ça aurait été trop long en même temps. Ouais. C'est comme un entre-deux, je pense. Ouais, je pense qu'il est resté safe. J'ai pas détesté, mais je reconnais que en termes de finalité, ça n'a pas aidé. Si la vitalité aurait été autre chose, si l'enjeu principal aurait été autre chose, tu sais, le concert, ça sort peut-être aux 2/3 de la BD. Ah, finalement, les Pussycats vont donner un... Josie and the Pussycats vont faire un concert à Riverdale. On n'a pas des billets. Ah, on a des billets, on va aller voir le show. Puis là, finalement, bon, ben, Archie est malade. Fait que c'est Jay, Silent Bob qui, batté, qui vont faire... Tu sais, c'est très bon enfant. C'est très safe. J'ai pas détesté, mais ça reste que j'aurais aimé ça peut-être qu'il pousse un peu plus loin. T'étais-tu avec moi encore, Yoann? Oui. Yoann? 100% d'accord. Parfait, ok. Oui, je viens de revenir. Parfait. Il y a un petit skip. Oui, je suis 100% d'accord. Parlons un petit peu de l'art. Puis, l'art, par exemple, je trouve qu'il est réussi. Ouais. Je trouve qu'ils ont réussi à archiser les personnes comme Kevin Smith, tout ça. Le sourire est là, le genre, tu sais, il y a quelque chose que j'aime tout le temps, des Archie, le genre de sourire de côté, là, Ouais. comme, tu sais, qu'on voit la bouche au complet, mais Ouais. en réalité, c'est impossible. Je trouve qu'on a vraiment réussi à capturer l'art. Pour revenir à l'histoire, juste une dernière affaire, Ouais. il y a comme, à la fin, il y a Dante dans le ciel, mais il Mhm. fait pas partie de l'histoire pantoute. C'est Non. qu'il n'y a pas de... C'est la deuxième fois qu'on c'est fait comme- référence à lui. Ça n'a pas rapport qu'il soit là. Non, c'est comme... Il y a juste le dessinateur qui fait un stand-off parce que Randall en fait pas vraiment un. Personne n'en fait. Mhm. C'est qu'il y a comme quelque chose... Non, je suis d'accord. Ouais, mais le dessin est réussi, par exemple. Puis, je vais te dire, le dessinateur met des clins d'œil à grandeur de la bande dessinée. Oui, il y a des Tu sais, easter on eggs. va voir le professeur qui est en arrière en bedaine, en train de danser. Dans le Quick Stop, il y a plein de C'est- références à d'autres films aussi. Vous C'est allez ça. voir. C'est que l'art et tout, c'est bien. Puis Jay Silent Bob en tant que personnage de Archie, ça fonctionne. Dans le sens qu'on Oui. pourrait les retrouver dans un autre comic book. Puis, tu sais, ils sont bien adaptés. Randall aussi. Elias, qui, puis- moi, est un personnage que je trouve absolument exécrable là, dans Clerks 3. Là, tu vas voir là, quand tu vas finir par l'écouter. Parce qu'il est pas si pire dans Clerks 2. Non, il est cartoony, mais il est quand même attachant. Dans le 2, dans le 3, là, je te jure, quand tu vas l'écouter, un moment donné, quand tu n'auras rien à écouter, là, écoute ça, là, c'en est gênant. C'est Ok, c'est ok. gênant, Clerks 3, en fait. Le 2 Parce est que très pour bon. moi, Clerks 2 est dans le panthéon des meilleures suites. C'est un Je suis d'accord. film qui, tu sais, il n'y a pas beaucoup de grandes suites dans l'œuvre du cinéma, puis je pense que Clerks 2 en fait partie. C'est un film qui complète la boucle parfaitement. Oui. Il a parti du point A de son film et ça l'amenait à une conclusion parfaite. Ouais. Ben, Avec Clerks 2. C'est Écoute pour ça pas le peut-être 3. que j'ai jamais été intéressé à regarder le 3. Là. écoute pas le 3 d'abord. Écoute pas Ouais, le 3 d'abord. pourquoi me faire ça? Ben, parce que... Mais, ben ouais. J'ai trouvé ça, il y a quand même quelque chose, parce que tu sais, quand il avait fait le dessin animé de Clerks, que moi j'adore, le Oui, dessin animé, il est il très est cool. vraiment drôle. Ouais. Même si ça n'a rien à voir avec Clerks, en réalité. Mhm. Mais tu sais, le studio qui faisait le dessin animé, quand ils ont appris que Jane Silent Bob, en lisant les premiers épisodes, vendait de la drogue, puis ils ont fait non, ils peuvent pas faire ça, puis ils ont paniqué, tu sais. Ça fait que là, ils se sont mis à. Les personnages, ils vendent des feux d'artifice puis des pétards à mèche. Ah oui, c'est vrai, c'est que ça n'a pas rapport. Ça n'a tellement pas rapport. Ouais, là. ça n'a pas rapport, ça. Puis c'est vraiment le studio qui leur a dit non, vous pouvez pas faire ça. Mais là, quand même, je trouve ça cool que là, c'est embrace dans la bande dessinée. C'est des vendeurs de drogue, c'est ça qu'ils font, c'est bien correct. Tu sais, mettons, là, on déteste la bande dessinée où on y retrouve aucune qualité rédemptive. Je trouve ça quand même... Je suis pas là, par T'es exemple. pas là, je suis pas là. je sais que t'es pas là. Non. Mais ce que je voulais dire, c'est... Je trouve ça quand même très cool pour Smith
que ces personnages sont rendus là. T'sais. Puis on parle pas d'il y a 10 ans. Là, ces films, là, les bons, là, ça fait un Christy de bout. Là. Mais qui est encore associé aussi proche de la... Je pense qu'il y a des fans partout, en fait. Il y a des fans qui sont partout, dans plein d'industries. On l'a vu récemment, ces personnages adaptés dans Call of Duty. Parle-moi de personnages de la culture pop qui sont autant dans la culture... qui sont autant rencontres Archie qui sont dans Call of Duty à 2 mois de différence. Ça n'a pas rapport. Là. C'est incroyable. Non, c'est ça. Puis ça, juste pour ça, il faut qu'on le souligne, c'est un exploit. Puis, on parle de quelqu'un qui a fait son premier film avec des bouts de ficelle. Des bouts de ficelle. Ses cartes de crédit, il s'était loadé des dettes là, par-dessus la tête au point qu'il était en train de paniquer parce que là, il fallait absolument qu'il vende le film pour essayer de repayer ses cartes de crédit. Il était pour faire faillite. C'est quelqu'un d'incroyablement courageux. Mm-hmm. Puis qui a pris des énormes risques dans sa carrière. Peut-être qu'il aurait pu prendre un peu plus de risques cette fois-ci. OK. On va rester là-dessus d'abord. Je pense qu'on a fait le tour. La bande dessinée, c'était Archie meets Jay et Silent Bob, qui est une excuse là, cachée pour parler de Kevin Smith cette semaine de façon directe. Écrite par Kevin Smith et dessinée par Fernando Ruiz, qui est un fan d'ailleurs de Kevin Smith. Et il dit dans le volume à la fin, il y a un message là, où il parle de comment il est allé revoir les films. Puis il dit c'est drôle de réécouter les films en essayant de voir comment l'espace est composé pour pouvoir le réadapter après en bande dessinée. Donc, quand même. Je pense que si ce n'est qu'une des bonnes qualités de la bande dessinée, c'est que Ruiz, il met beaucoup du sien. Tu vois qu'il est fan, puis ça paraît. Ça paraît qu'il a mis beaucoup de love là-dedans. Merci, Johan, d'avoir été avec moi cette semaine. C'est avec plaisir. J'ai eu trop de fun. Bonne chance pour le Frontière, pour le marché du film à Fantasia. Comme on dit, on knock on wood. Ouais. Si vous êtes un propriétaire de salle, de bar, écrivez-moi ben@mysterieétonnant.com si vous avez une suggestion ça serait pour moi. cool. Ça serait très nice. Ça serait vraiment cool. Je peux vous amener du monde. Vous allez voir qu'on va vous en faire des activités de temps en temps. Là, puis nos gens sont très, très cool. Puis sinon, allez jeter un coup d'œil au Festival Fantasia. Ça va être du 16 au 3. C'est quoi déjà la date? 16 au 3 août prochain. La programmation sur festivalfantasia.com. Puis en début d'émission, on recevait Nicolas Archambault, directeur de la programmation asiatique. Super cool d'y avoir parlé encore une fois. Je risque d'aller faire mon tour durant mes vacances, donc on s'y voit aussi. Venez faire un petit bonjour si vous nous croisez. Faites attention à vous autres, on se voit bientôt. Ciao! À bientôt!